Bonjour à tous, bienvenue dans cette foire aux questions. Je vous remercie déjà d'avoir été si nombreux à en poser. Je ne pourrai sans doute pas répondre à tout, mais si j'arrive à faire 300 questions pour 300 000 abonnés, ça sera déjà pas mal. C'est comme le trône de fer, on dit qu'il est fait de 1000 épées et en fait il y en a à peine 200. J'en profite aussi pour remercier plus généralement tous les gens qui sont là, qui regardent les vidéos, vous qui commentez, vous qui partagez, que ce soit depuis le tout début de la chaîne ou pas. Et j'en profite évidemment pour remercier tous les tipeurs qui me permettent de faire le travail de recherche, d'écriture, de montage dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire sans avoir à vendre à la fois mon cul et votre temps de cerveau. Oui, c'est à peu près à ça que ça se résume YouTube aujourd'hui, donc voilà, merci encore à tous, et puis on va s'y mettre tout de suite parce que il y en a 14 pages. Et oui, j'ai tout imprimé, moquez-vous de moi, je suis un peu à l'ancienne comme ça. Première question, on va attaquer tout de suite les questions qui fâchent, puisque c'est où en es-tu de ton investissement politique au sein de République Souveraine. Cet investissement politique n'est plus. Ma cotisation court jusqu'au 31 décembre 2022. À partir du 1er janvier 2023, je ne serai plus adhérente de République Souveraine, puisque je ne renouvellerai pas ma cotisation. Ce n'est pas faute de m'y être investie, sans doute pas de la manière traditionnelle, mais qu'est-ce qu'est la manière traditionnelle aujourd'hui? Mais j'ai passé un certain nombre d'heures à conseiller, à discuter avec Georges Kuzmanovic, le chef du parti. Ça n'a servi strictement à rien, mais ça à la limite c'est pas grave. Ce dont je tire les conclusions et que j'estime extrêmement grave, c'est cette faute politique de n'avoir pas appelé à faire barrage à Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Honnêtement, je ne pensais pas que ce parti n'oserait pas aller jusqu'au bout de sa prétendue ligne. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai aucune animosité personnelle avec Kuzma, hein. Enfin c'est pas la question, c'est juste que politiquement, ce n'est pas juste une erreur d'analyse et de jugement, parce que l'analyse, visiblement, ils l'avaient, puisqu'ils ont fait un communiqué pour en parler, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'analyse, ils n'ont pas pris leurs dispositions, du coup ils ont vraiment reculé complètement devant l'obstacle, et pour moi c'est une faute politique majeure et très grave, et donc enfin pour moi c'est impardonnable. Encore une fois, aucune animosité personnelle, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais en tant que chef de parti, en tant que leader politique, c'est inexcusable en fait de ne pas avoir appelé à voter, à faire barrage à l'ennemi principal qui est Macron, et en plus pour appeler à voter pour la France Insoumise au deuxième tour des législatives, ce qui n'a strictement aucun sens, mais on va le voir parce qu'il y a des questions à ce sujet, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc République Souveraine, au revoir. Voilà, c'est certains des militants que j'ai rencontrés, pourtant, enfin c'est pareil, j'ai aucune animosité envers eux, je trouve même que ce sont des gens de valeur, et enfin en tout cas moi qui m'ont beaucoup ému, beaucoup touché. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouvera pas sur des combats communs dans quelques temps, mais pas à République Souveraine, voilà. Salut, il me semble que tu es Lorraine, donc est-ce que tu tiens bien la Mirabelle ou t'aimes pas ça? J'adore la Mirabelle, vraiment, bon, on se refait pas, hein, mais en ce moment avec les médocs, je peux pas boire d'alcool, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourquoi t'es d'extrême droite? Ça fait quoi de vendre son âme au diable à l'extrême droite? Pourquoi prétendre être de gauche? Waouh, alors... Ça fait à peu près 7 ans que je dis, peut-être pas 7 ans sur cette chaîne, mais ça fait au moins 7 ans que je dis que je ne me reconnais pas dans le clivage gauche-droite, et les militants coincés dans leur petite grille et leur petit schéma il y a 50 ans n'entendent pas. Bon, on va faire le point sur la gauche et la droite vite fait. Je comptais faire une vidéo dessus, un Culture Poll, sans doute un de ces 4, mais je vais essayer de faire rapidement parce que c'est n'importe quoi. Alors, la gauche et la droite, c'est quoi? Ce sont des mots qui permettent d'exprimer, par un symbole, un mot en fait, une certaine vision du monde. Voilà, la théorie, hein, c'est voilà, quand on est de gauche, ou en tout cas quand on était de gauche jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, et quand on était de droite jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, ça voulait dire une certaine vision de la vie, un certain rapport à la société, aux autres, à la politique évidemment, et c'était en fait des projets de société
qui ont eu des sens un peu différents selon les époques, hein, bien sûr. Avant, après l'arrivée du marxisme, la gauche ne voulait pas dire la même chose. Au moment où la monarchie était encore, où la République n'était pas complètement assurée et qu'il y avait des royalistes, évidemment, la droite n'avait pas forcément le même sens que pendant la Troisième République où c'était plié et qu'il n'y aurait pas de retour de la monarchie. Donc, je veux dire, ça a eu des sens différents, mais ça englobait une certaine vision du monde, et c'était des projets de société concurrents qui s'affrontaient sur le terrain des idées, sur le terrain politique et le terrain social, et une vision économique, politique différente de la vie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, bien malin celui qui saurait m'expliquer ce qu'est la gauche et ce que cela veut dire. Parce que on va quand même, voilà, pour certains... Alors, Philippe Poutou, il est de gauche, Sandrine Rousseau est de gauche, Manuel Valls, il est de gauche, pour certains, Emmanuel Macron est de gauche, pour certains, Staline est de gauche. Je veux dire, voilà, ça englobe quand même des choses qui ont des visions du monde qui ne collent pas du tout. Et de la même manière, à droite, Éric Zemmour, il est de droite, d'extrême droite, hein, comme Philippe Poutou serait d'extrême gauche, mais on va schématiser. Donc Éric Zemmour, il est de droite, et puis Xavier Bertrand, il est de droite, et le maréchal Pétain, il est de droite, et le général de Gaulle, il est de droite. Donc, pareil, à un moment, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, il y a un moment, c'est peut-être que le clivage n'est plus tant là. Et moi, ce que je dis depuis des années, maintenant, c'est que ce clivage n'a plus tant de raison d'être, pas parce que les mots en eux-mêmes ou que les visions du monde en soi ne veulent plus rien dire. C'est que dans le contexte dans lequel nous sommes, la gauche comme la droite, les deux ont embrassé la même idéologie. C'est-à-dire que la gauche comme la droite adhèrent à la même vision du monde. La vision du monde qui est hégémonique, c'est-à-dire prédominante, prépondérante dans toute la société depuis les années 80, on va le faire schématique, qui est la vision néolibérale et mondialiste du monde, de la société et des choses en fait, et même des individus. Donc à partir de ce moment-là, quand les partis au pouvoir qui sont de gauche, on se dit, voilà, quand les partis au pouvoir et que les partis au pouvoir qui se disent de droite font tous exactement la même politique, avec exactement la même adhésion à l'idéologie de marché, au capitalisme financier, à la mondialisation libérale, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, tout le monde a embrassé le libéralisme. C'est pas une critique des uns des autres personnellement. C'est juste la droite et la gauche ne veulent plus rien dire dans un contexte où la droite et la gauche sont acquises à une certaine idéologie. Et vous allez me dire, oui, mais certains partis, pas du tout, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, ils sont pas d'accord avec ça. Mais si, en fait, ce sont des libéraux. Regardez leurs déclarations, regardez leur position sur des sujets de société. Alors c'est sûr, eux vont être plutôt du côté libéralisme culturel, hérité, entre autres, de mai 68. Mais je veux dire, à partir du moment où tu revendiques la liberté de chacun à faire ce qu'il veut dans une société, tu es libéral. C'est pas une critique, encore une fois. Mais Sandrine Rousseau, quand, par exemple, ça va être des sujets qui semblent mineurs, mais quand elle revendique que les femmes ont le droit de porter le voile dans l'espace public et de venir en burkini à la piscine, c'est du libéralisme. C'est du libéralisme culturel, mais c'en est. De la même manière, à droite, je veux dire, ils sont tous acquis au libéralisme économique. Ils sont tous là, même ceux qui se prétendent plus ou moins souverainistes. Je pense à Olivier Marleix, qui nous dit oui, je n'ai aucun problème avec la réforme des retraites telle que voulue par Macron. C'est du libéralisme. C'est du libéralisme économique. Alors peut-être ils sont moins libéraux sur le plan culturel que les gens de gauche, mais c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est la même idéologie qui trouve en fait son accomplissement dans l'union des deux. Et l'union des deux, c'est quoi ? C'est Emmanuel Macron. C'est le libéralisme à la fois économique et culturel, Emmanuel Macron. Donc quand la droite et la gauche sont utilisées par les ultras, enfin tous ceux qui sont libéraux de manière totale, c'est-à-dire Emmanuel Macron et consorts, vous voulez bien m'expliquer en quoi je suis de gauche ou de droite ? Je ne me reconnais pas dans ce prisme-là. Non seulement je ne m'y reconnais pas, mais en plus je pense qu'il est utilisé pour diviser
les Français, qui le ressentent hein, quand même. Enfin, je veux dire, les gens sont très loin d'être cons. Les gens se rendent bien compte que t'as un mec de gauche au pouvoir, un mec de droite au pouvoir, ou un Emmanuel Macron libéral qui fait l'union des deux au pouvoir. C'est la même politique, et c'est la même politique contre la majorité sociale, contre les gens, contre la classe des producteurs. Donc le clivage, en fait, pour moi, il n'est pas tant dans la question de est-ce que tu es de gauche, est-ce que tu es de droite, est-ce que tu veux un peu plus de redistribution ou un peu plus de réforme des retraites. La question, c'est est-ce que tu es du côté des classes populaires, c'est-à-dire ceux qui ne décident pas, ceux qui sont de droite ou de gauche, mais qui se font niquer la gueule par les mecs au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou est-ce que tu es du côté des puissants et des libéraux? Et je veux dire, pour moi, la question, elle est aussi simple que ça, et aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs une autre question qui m'a été posée. Donc je vais y répondre tout de suite. Dans vos vidéos, vous parlez de profiteurs. Pouvez-vous indiquer de qui vous parlez précisément? Eh bien, déjà dans les vidéos, je pense que je le décris un petit peu plus. Mais je parle d'une classe, de la classe dominante à l'heure actuelle, hein, c'est ça, qui ne produit rien, mais organise la société à l'image de ce qu'elle voudrait et se nourrit de l'exploitation de la classe des producteurs. Il n'y a pas 36 classes hein, en France, hein. Enfin, c'est voilà, hein, c'est quand même assez... c'est peut-être c'est un peu schématique, mais voilà. Donc, je parle en fait de ce que Marx au 19e siècle aurait appelé la bourgeoisie. Aujourd'hui, le terme est assez galvaudé parce que quand tu dis la bourgeoisie, on va entendre, oui, c'est les gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent 3 000 € par mois. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas des gens qui gagnent bien leur vie en travaillant. Je parle des gens qui sont inutiles, je parle des spéculateurs, je parle de tous les consultants qui sont embauchés avec la complicité des administrations pour aller piller les caisses de l'État. Je parle des gens du monde politique, je parle des gens du monde médiatique aussi, tous ces gens qui ne produisent rien et dont la seule préoccupation en fait est de se maintenir comme une classe dominante. Voilà, je pense que c'est assez schématique. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos, n'ayez crainte. Mais je pense que voilà, ça résume à peu près ma pensée sur ce sujet. Alors, va-t-on devoir couper la Wi-Fi et faire pipi dans la douche, comme indiqué dans cet article? C'est un article du Figaro qui dit « Sobriété, couper le Wi-Fi, pipi dans la douche, doudoune, comment les Français se préparent à passer l'hiver ». Je sais pas si on va devoir, mais je sais que ça va être une nécessité pour plein de gens vu l'augmentation des prix. Ou te situes-tu sur l'échiquier politique, si toutefois tu te reconnais quelque part, bon je viens de répondre à cette question. Es-tu célibataire, marié, des enfants? Joker, en fait, je préfère garder ma vie privée privée. Comment fais-tu pour garder le moral? C'est une bonne question. Je pense que le fait de ne pas être constamment sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux et d'avoir du recul en ayant une vie à côté de ce travail, enfin c'est pas tant à côté de ce travail parce que je parle quand même, enfin la politique c'est un peu toute ma vie aussi et j'en parle beaucoup tout le temps en fait et même dans des situations qui n'ont pas du tout lieu d'être, je me retrouve toujours à parler politique avec les gens. Ça doit être écrit sur ma tête, parlez-moi politique, mais du coup c'est en parlant avec des gens dans, je sais pas, dans mon village, dans ma région, au café, j'en sais rien en fait, enfin, en se rappelant que la réalité peut-être n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et pas au sens oui alors machin elle a fait des retouches pour avoir un cul plus gros et du coup attention les réseaux sociaux ne vous montrent pas la réalité, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que en regardant les réseaux sociaux, la télé, les infos sur Twitter ou sur Facebook et autres, on a l'impression que le monde est d'une certaine manière, que les gens pensent tous d'une certaine manière et on se sent pas normal, on se sent fou et décalqué. Et dès qu'on sort de là, en fait, dès qu'on ferme ces écrans et qu'on va se promener, discuter avec ses voisins, avec les gens qui vivent autour de soi, avec ses proches, en fait, on se rend compte qu'on a tous plus ou moins les mêmes types de préoccupations, qu'on a les mêmes aspirations, qu'on voit les mêmes choses et qu'on se sent tous, en fait, décalqués par rapport à ce milieu médiatico-politique et sur Internet, hein, ça inclut Internet, qui nous est montré
comme étant le reflet de la société. Et je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit et de se détacher de ce milieu-là pour se rendre compte que la vraie vie est ailleurs, quoi, et que ce n'est qu'un tout petit microcosme qui tourne en circuit fermé, qui se parle qu'à lui-même et qui est terrorisé par le sentiment d'une fin proche. Donc cultiver ça te permet, je sais pas si c'est de garder espoir, mais en tout cas ça te permet de garder un pied au moins dans la vie réelle, et l'espoir vient avec. Avec tes followers et plus, crois-tu qu'on pourrait créer un réseau de coopératives pour éviter le chaos? Je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que le salut passera par la création de sociétés parallèles, quand bien même elles seraient extrêmement bien organisées, pertinentes. Je ne pense pas que la solution soit de s'extraire de la situation qui ne nous convient pas et de faire à côté, en parallèle, en espérant que le monde ne nous rattrapera pas. Le monde, la société va toujours te rattraper, en fait. Après, toi, individuellement, tu peux peut-être y échapper en allant vivre en ermite dans une grotte, mais il y a des millions de gens qui n'ont pas cette possibilité, qui n'en ont pas les moyens. C'est pas ma philosophie, en fait, c'est tout. C'est juste que ce n'est pas ma philosophie de m'extraire du monde. Je suis plutôt de ceux qui pensent que on peut, effectivement, en étant nombreux, améliorer les choses qui sont, plutôt que de créer à côté. Enfin, la vie, c'est pas une page blanche, l'histoire, c'est pas une page blanche, donc non, je pense pas. Où en es-tu avec ton Covid long? Est-ce que à 100%? Pas encore à 100%, mais j'ai réduit la dose de médoc et je peux pas encore arrêter, puisque la dernière fois que j'ai arrêté, les inflammations sont revenues, mais moins fortes, donc ça suit son cours, et puis voilà, le temps que mon corps débarrasse toute cette protéine spike pourrie, là, et puis ça ira. Mais sinon j'ai repris une vie quasiment normale, vraiment. J'ai des petits moments inflammatoires, mais RAS, quoi. Après 2 ans et demi, je vous jure que j'apprécie pleinement. Donc je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses en plus du boulot. Je profite de la vie et je fais plein de choses qu'il y a à faire. Voilà. Tu écoutes quoi comme musique? Aimes-tu la pop R&B US, genre Mariah Carey, Michael Jackson, Britney Spears, Paris Hilton? Je savais même pas qu'elle faisait de la musique. Taylor Swift, Lindsay Lohan, non, pas trop. Michael Jackson, c'est à part, parce que Michael Jackson, c'est le boss. Mais non, moi je suis très metal, heavy metal, power metal, black metal, beaucoup. Pagan metal, enfin voilà. Le metal dans son ensemble. Je suis moins death, mais ça c'est une histoire de préférence personnelle. Le thrash, j'adore. Voilà, donc quelques groupes que j'aime bien, Megadeth, Manowar, Bathory, Watain, Sabaton en power aussi. Bon, voilà. Une question simple et sans sous-entendu, comment vas-tu? Bien, justement, comme je le disais, je profite à mort de la vie. Comment as-tu vécu et comment vis-tu la crise climatique? Ça c'est une question qui est importante. Enfin, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne m'inquiète pas, hein. Ils sont tous à fond là, dans les médias, ils sont en train de se monter le bourrichon comme des grands malades. Enfin, je suis désolée, mais il y a un moment, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, ça fait partie de la peur de l'effondrement d'une classe dominante. Vraiment, je pense que c'est une des expressions de la peur de la classe dominante de disparaître. Dans la réalité, la crise climatique, je nie pas qu'il y a un dérèglement climatique, loin de là, mais ça va pas arriver d'un coup et ça va pas être oh, tout va s'effondrer d'un coup, on va tous mourir. Ça ne se passe pas comme ça à la vie, ça ne se passe pas comme ça. L'histoire de l'humanité ne s'est jamais passée comme ça. Et je pense que nous sommes une espèce qui a un instinct de survie extrêmement développé. Peut-être un peu trop des fois, mais voilà. Et je pense qu'on a le cerveau qui permet de s'en sortir collectivement en tant qu'espèce, en adaptant nos modes de vie, nos habitudes, nos modes de production. Et quand je parle de nos modes de vie, je dis pas au niveau individuel, faire pipi sous la douche et acheter du quinoa bio. Non, hein. On est bien d'accord que je parle pas de ça.
mais je pense qu'on a les capacités collectives d'adaptation. C'est comme ça qu'on a survécu au niveau de l'espèce. Et donc ça va quoi. Enfin, la crise climatique ne m'inquiète pas plus que ça. Ce qui m'inquiète plus en fait, c'est d'avoir à la tête de ce pays des dirigeants qui font absolument n'importe quoi et des relais de propagande de la classe dominante qui courent partout en levant les bras en disant « Ah, au feu, au feu, au feu !» Personne n'écoute, alors que dans le monde réel, en fait, tout le monde est en train de s'adapter. Verra-t-on République souveraine aux élections de 2027 je sais pas, faut leur demander. Quel est ton film de chevet? Je sais pas, parce que pour moi, un truc de chevet, c'est plus un livre. Mais mon film préféré dans ce cas, et toutes catégories confondues, je dirais Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, parce que quand même. Tiens, question liée à la question du dérèglement climatique. Pourquoi ne pas inviter Jean-Marc Jancovici sur la chaîne? La porte est ouverte, Jean-Marc Jancovici, si vous écoutez cette vidéo, vous venez quand vous voulez. Bonjour Tatiana, si je ne me trompe pas, pour le deuxième tour de la présidentielle, tu as appelé à faire barrage à Macron en votant Le Pen. Par contre, tu n'as pas pris position pour le second tour des législatives. Pourquoi n'as-tu pas appelé à voter New PS, les mieux placés, pour faire barrage à la Macronie? New PS n'était pas les mieux placés pour faire barrage à la Macronie. De 1, je rappelle qu'on est dans la 5e République, que ça ne fonctionne pas. Ça m'énerve parce que Mélenchon a réussi à faire croire à tout le monde qu'il allait pouvoir être élu Premier ministre comme si on était en Italie ou en Angleterre ou en Espagne, alors que non, la ligne politique, c'est quand même pas compliqué, la ligne politique du pays est déterminée par l'élection présidentielle. Et la législative qui vient dans la foulée, et depuis le quinquennat particulièrement, elle est simplement vouée à consacrer la ligne politique qui a été choisie au moment de la présidentielle. Voilà, c'est à ça que ça sert. Bon, après, la situation est tellement foireuse et les gens sont tellement vénères qu'ils n'ont même pas filé la majorité absolue à Macron. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Enfin, c'est tout, c'est une élection par circonscription. En tous les cas, en fait, moi je crois que j'ai été assez claire sur le fait que l'ennemi, c'est Macron, et que donc j'appelais à faire barrage à Macron et à la Macronie. J'ai aucune ambiguïté là-dessus, en fait. Enfin, je l'ai même dit, je crois, dans une vidéo, si Mélenchon est au deuxième tour, j'appellerai à voter Mélenchon sans aucun problème. Bon, voilà, le truc c'est qu'il n'était pas au deuxième tour. Par contre, je note que la New PS n'a pas appelé à voter contre Macron dans toutes les circonscriptions où il n'était pas. Je note que les partis de la New PS ont tous appelé, plus ou moins ouvertement, à faire élire Macron au deuxième tour de la présidentielle. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ils sont pas clairs sur qui est l'ennemi. Moi, ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens qui sont pas clairs. Ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens qui font élire Macron. Fabien Roussel a appelé directement et ouvertement à voter Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter tout sauf l'extrême droite. L'extrême droite étant pour lui Marine Le Pen. Voilà, c'est donc qu'ils se reconnaissent plus dans le projet de société d'Emmanuel Macron. La sociologie des votes Mélenchon, New PS et compagnie est beaucoup plus proche de la sociologie de la Macronie. C'est-à-dire, c'est plus des petits bourgeois et des étudiants que des grands bourgeois, mais ça reste des libéraux. Donc je n'appelle pas à voter pour les voitures balais de la Macronie. Question, peut-on sortir de ce marasme ambiant autrement que par une révolte ? Alors, une révolte, ça ne suffira pas, hein, je te le dis d'avance. Une révolte, c'est juste une explosion de colère isolée et sporadique. Et s'il n'y a pas de traduction en un projet politique, la révolte en elle-même ne servira à rien. Aussi organisée soit-elle, aussi puissante et aussi rassembleuse soit-elle. Et je pense notamment aux Gilets jaunes. Clairement, le défaut des Gilets jaunes, c'était pas les Gilets jaunes, c'était l'absence de propositions politiques qui aurait permis de traduire les demandes du mouvement des Gilets jaunes en propositions institutionnelles et politiques. Donc une révolte, non, on ne pourra pas sortir de ce marasme ambiant. Ça peut aider, ça peut être un point de départ, ça peut être quelque chose qui accélère un changement, mais ce n'est pas une solution en soi, ce n'est pas une fin en soi. Une révolution peut-être,
mais ça dépend même dans quel sens. Avez-vous quelque chose de concret à nous proposer, une sortie du tunnel, une option autre que la politique de leur profit? Avez-vous pensé, je suis sûre que oui, à écrire une refonte de la politique et de l'économie? Bah oui, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je travaille à ça en ce moment. Donc ça viendra quand ce sera possible. Crois-tu souhaitable l'alliance des souverainistes de droite et de gauche, de Kuzmanovic à Philippot, en passant par Roussel, Dupont-Aignan, Lassalle, etc. J'en sais rien. Moi je la souhaite pas, je m'en fous. Personnellement, hein, après, voilà. Roussel serait peut-être plus crédible déjà s'il n'avait pas appelé à voter Macron. Enfin bon bref, je m'en fous. Que penses-tu des patriotes? Tes idées semblent assez proches de la ligne directrice de ce parti politique. Non, pas du tout. Un parti qui pendant 2 ans et demi a comme ligne politique la liberté individuelle, ce n'est pas pour moi, c'est pas ma ligne ça. Je suis désolée, hein, mais la seule ligne des patriotes et de Florian Philippot là pendant les 2 ans de Covid, c'est ma liberté. Eh bien, ma liberté individuelle, personnelle, n'est pas un argument politique, ce n'est pas une ligne, c'est rien. Pour le coup, je ne souhaite pas travailler avec des gens qui sont libéraux jusqu'au tréfonds. Te présenterais-tu à la tête de la France? Non, on va déjà essayer de survivre à 2023 si vous voulez bien. Quelles seraient tes grandes inspirations historiques et littéraires françaises? Historique et littéraire, donc ça inclut la politique, enfin c'est surtout de la politique ou pas? Je ne sais pas. Bon, sinon Saint-Just et toute la période révolutionnaire qui est quand même un gros vivier de pensée politique, de tentatives d'organisation et autres, enfin toute la période de Révolution française et qui va jusqu'à Napoléon qui est aussi un personnage extrêmement intéressant d'ailleurs. Sinon la période de l'entre-deux-guerres en France, enfin entre en gros la première et la deuxième guerre mondiale, je trouvais extrêmement intéressante et il y a plein de choses qui se passent, le Front populaire, voilà. Et au niveau littéraire, peut-être Victor Hugo quand même, je sais c'est pas très original mais c'est quand même le grand boss. Et Aragon, j'aime beaucoup, je vous conseille d'ailleurs la Diane française. C'est un recueil qui a été écrit sous l'occupation, dont j'ai d'ailleurs un exemplaire, non vous le voyez pas, il est là-bas, mais bref on m'a offert un exemplaire d'une première édition de la Diane française d'Aragon et je trouve ce recueil de poésie assez phénoménal. Est-ce que tu penses de manière objective que notre pays, nos habitudes, notre mentalité peut changer vers du mieux dans les années à venir? Mais on a tous des espoirs, mais c'est vrai qu'en regardant ce qui se passe au jour le jour, on peut en douter. Donc arrives-tu à garder de l'espoir? Bon, j'ai déjà répondu à la question, et oui, je pense que c'est pas que notre pays, nos habitudes, notre mentalité peut changer vers du mieux, c'est que ça va. Attends, il faut quand même y croire un peu. Alors, depuis quelque temps, on sent que vous avez envie de faire plus que de vous contenter de commenter l'actualité. Oui, vous nous parlez de projets politiques plus concrets, quels sont-ils exactement? Si je les avais là, je pourrais vous les donner, comme c'est pas abouti pour le moment. Tu as déjà à plusieurs reprises évoqué la possibilité de faire des vidéos sur de grands sujets tels que la décentralisation, la dette publique ou l'Union européenne. Est-ce que ces projets sont toujours d'actualité? Après, c'est des sujets qui se retrouvent quand même beaucoup dans les vidéos, et notamment dans les dernières vidéos, parce que vu la situation, l'Union européenne ou la question de la dette publique, c'est quand même... Voilà. Après, moi je fais des vidéos qui sont des vidéos à thèse et pas des exposés, donc je vais pas vous faire un truc genre la dette publique, voilà, c'est pas de cette manière-là que je fais mon travail en fait. L'Union européenne c'est pareil, c'est un sujet un peu vaste, mais par contre j'en parle, donc c'est pas des projets, c'est d'actualité, mais c'est pas des projets en fait pour moi. Si tu avais pu vivre dans une époque historique de la France, laquelle serait-ce? Pas la Révolution française, franchement je sais pas combien de temps j'aurais gardé ma tête, mais la Révolution française clairement. Félicitations pour les 300 000, merci, nous sommes nombreux à te soutenir, merci. La question est la suivante, la France peut-elle retrouver une souveraineté malgré une large partie de sa dette possédée par des puissances étrangères? Non. Après, la dette, c'est jamais que des chiffres qui peuvent se rayer. Ou encore, la crise de l'énergie peut-elle nous débarrasser de nos guignols nationaux? Je ne sais pas, mais elle pourrait bien nous débarrasser déjà de nos guignols supranationaux, et ça serait pas mal. Pensez-vous que la France est une plutocratie? Mais qu'est-ce qu'il a à voir, ce pauvre Pluto? Le pauvre chien. Non, j'ai bien compris que vous demandiez si c'était une plutocratie. C'est pareil, c'est pas comme ça. En fait, je cherche pas forcément à coller des étiquettes à tous les
enfin à toutes les situations. Je cherche déjà à comprendre la situation et à essayer de la décrire et l'étiquette elle viendra après en fait. Avez-vous des idées concernant de possibles changements institutionnels qui devraient être mis en place pour permettre à notre pays de ne plus être une plutocratie? Oui, donc en fait la réponse était dans la question, il fallait que je dise oui, c'est une plutocratie. Non, je pense que les changements institutionnels en fait, ils viennent consacrer encore une fois un changement de système. Et pour changer un système, il faut déjà avoir un projet cohérent. Donc pour moi, dire oui, tel changement institutionnel, ça va permettre tout seul de régler tous les problèmes, je pense que c'est faire fausse route. Quelle fut ta plus grande désillusion et comment l'as-tu surmontée? Alors ça, c'est une question difficile. Hein. Très honnêtement, ça va se tenir à, je pense, à des gens, à avoir fait confiance à des gens, surtout dans le domaine politique. Et puis m'être rendu compte que en fait ils bossaient pour leur gueule ou qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient ou que je me suis fait utiliser. Voilà. Après, surmonter ça, je sais pas, j'ai envie de dire c'est la vie de surmonter des désillusions aussi et d'en tirer des leçons. Donc j'ai pas de truc en particulier comme ça qui me viendrait. Ou alors j'en ai mais ça concerne des gens, enfin je vais pas donner de nom donc... Voilà, ça c'est ma réponse. Tu parles de livres que tu as dû lire pour faire des vidéos. Je t'ai déjà entendu faire des références à Zola, Machiavel, Orwell. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, nous parler plus globalement des livres qui ont forgé ta pensée politique? Ah, vous êtes... voilà, c'est des questions vastes, quoi. Que ce soit des romans, des livres d'histoire ou de philo. Je vous ai dit déjà Aragon, la Diane française. Vous allez rigoler, mais un livre qui m'a vraiment... Enfin, je sais pas, qui a changé un truc, en fait, dans mon cerveau à la lecture de ce livre, c'est le manifeste du Parti communiste. J'étais ado quand je l'ai lu, il traînait sur une table de nuit, je l'ai lu en... je l'ai lu parce qu'il était là, et ça a changé ma vision du monde, vraiment. 1984 de George Orwell, probablement quand même, parce qu'il est extrêmement puissant ce livre, et pas juste sur le côté, oui, le totalitarisme, etc., mais sur comment il explore la question du langage, et comment le langage définit la pensée, comment ce qui contrôle l'histoire contrôle le présent, et ce qui contrôle le présent contrôle l'avenir, qui explore aussi toute la question de la double pensée, et enfin, pour moi, c'est vraiment un bouquin qui est encore parlant aujourd'hui, et pas vraiment, enfin, pas tant sur la question du totalitarisme qu'il critique, lui c'est une critique par rapport au stalinisme, mais qui est vraiment actuel sur la question du langage, comment on essaye de contrôler le langage, de nous obliger à utiliser des mots pour contrôler notre manière de penser, comment appauvrir la langue et virer des mots du dictionnaire, enfin c'est comme ça qu'ils font dans 84, chaque année ils expurgent en fait le dictionnaire de mots de manière à ce que les gens ne puissent plus exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur et de manière à pouvoir les garder très dociles comme des moutons. Et je trouve ça aussi très pertinent par rapport à aujourd'hui le mouvement Wok là, qui cherche à nous obliger à utiliser une certaine langue pour nous obliger à penser d'une manière différente, à penser aussi contre nous-mêmes via la double pensée, oui, les hommes sont bien des femmes, etc. Enfin, franchement, Orwell, de toute façon, enfin, ce type, moi, c'est une de mes... Enfin, pas idole, voilà, mais c'est une de mes inspirations pour le coup personnelles. C'est un des gars qui à la fois a pas hésité à prendre les armes pour défendre ses idées, qui s'est mis à dos toute la gauche en disant que le stalinisme et le goulag c'était n'importe quoi et que c'était de la grosse merde. Et c'est quand la droite, pour le coup à l'époque ça avait un sens, a essayé de l'utiliser, il les a envoyés balader. Il a tenu sa ligne de conduite, toujours sur la question de la décence ordinaire, la décence des gens ordinaires. Enfin franchement Orwell, voilà, George Orwell, il est au-dessus de tout le monde. en tant que personnalité historique au moins. Sinon dans les trucs plus récents, j'ai là le bouquin de Jérôme Sainte-Marie, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, et je vous le conseille parce que c'est très actuel, hein, mais je pense qu'il arrive à dresser un tableau qui est plus proche de la réalité que tous les autres analystes politiques actuels. Voilà, bon, ça fait déjà quelques bouquins, là, comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient. Si j'en ai d'autres avant la fin de la vidéo, je vous le donnerai. Peux-tu expliquer comment tu procèdes pour tes relevés d'infos, ton tri, tes récaps? Comment en arrives-tu à être aussi à l'aise, captivante et pertinente dans ton discours? C'est gentil, mais je n'ai aucune idée de... Enfin, j'en sais rien. Ton parcours, j'aimerais être à ton niveau en termes de pertinence d'argument et d'efficacité du discours. Je sais pas, c'est beaucoup de travail, mais
Mais bah, mon parcours, en plus, j'ai pas du tout fait Sciences Po, ce qui peut expliquer cela. Enfin, pour moi, c'est une fabrique à crétins, pas possible. Mon parcours, j'ai fait une prépa littéraire parce que j'avais tout le temps le nez dans les bouquins, donc j'ai toujours été à fond, voilà, hein, chacun ses délires. Ensuite, j'ai fait 2 licences spécialisées en traduction. Anglais-espagnol. Le truc, c'est que, moi, quand j'étais au lycée, je voulais faire ou du journalisme ou de la politique. C'est marrant parce que c'est un petit peu les deux. Maintenant que je fais, c'est à la croisée un peu des deux, c'est bizarre. Finalement, c'est un peu ce que je voulais faire. Et le truc, c'est que je voulais aller à Sciences Po, et en prépa, il y avait une prépa Sciences Po pour passer les concours, etc. Et en fait, j'ai vu le profil des gens qui étaient dedans et je me suis dit, mais non. Ça va pas être possible, je vais trouver ma voie autrement, je veux pas rentrer dans ce moule-là. Donc voilà, ensuite j'ai fait 2 masters recherche en civilisation britannique et en civilisation espagnole. Donc peut-être que tout ça, entre la prépa, les masters recherche et autres, ça m'a aider à acquérir des méthodes de travail sur, je sais pas, comment faire des recherches, comment croiser des informations, comment synthétiser. Mais disons que j'en sais rien, en fait. Je fais ce que j'ai l'impression que je dois faire et je me pose pas plus de questions que ça. J'ai acheté Jusqu'ici tout va très mal que tu as écrit avec Greg. Je voulais donc savoir où en étaient tes relations avec lui et si d'autres projets en commun vont voir le jour. A priori, non. J'en sais rien. Je ne sais pas. A priori, c'est pas à l'ordre du jour pour rebosser ensemble. Et c'est ouf, quoi, que tu me parles de Jusqu'ici tout va très mal parce que c'est tellement... j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Il s'est passé tellement de choses depuis. Maintenant, à chaque fois que je l'ouvre... Alors, je l'assume totalement et j'ai aucun souci et j'en suis même fière parce que c'est une étape de ma vie, mais vraiment pour moi c'est du passé en fait. Jusqu'ici tout va très mal, c'est lié à quand on a essayé de se présenter aux élections européennes et que on a complètement on n'a pas réussi parce que c'était pour plein de raisons, parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues, on s'y attendait pas, et donc maintenant quand j'ouvre ce bouquin, en fait, je me dis mais waouh, il y a tellement de choses qui ont bougé, qui ont évolué dans ma tête depuis que c'était dans une autre vie, quoi. C'était dans une autre vie, donc je sais pas. Peut-être que dans cette nouvelle vie, il y aura un projet commun avec Greg Tabibian, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Je suppose que ton travail ne se fait pas sans le lot de menaces et d'intimidation qui vont avec. Au-delà des réseaux sociaux, as-tu déjà eu des problèmes IRL? Oui. Et si oui, comment gères-tu ça? Ça dépend des problèmes. Des problèmes IRL, oui. Il y a déjà des gens qui ont débarqué chez moi quand j'habitais à Paris. Qu'ils avaient trouvé mon adresse, je sais plus, via le fil d'actu ou un truc comme ça. Donc ouais, il y a déjà des gens qui ont déboulé chez moi, puis des gens qui ont obtenu mon numéro de téléphone et qui m'ont harcelé et c'était super relou. J'ai déjà eu aussi des gens qui m'ont suivi, qui m'envoyaient plein de mails et tout ça et qui m'ont suivi partout où j'allais et c'était assez flippant. Donc oui, après comment je gère, ça dépend de la situation en fait, ça dépend. Donc aurais-tu une liste de livres politiques, philosophiques ou même fiction que tu conseillerais à avoir lu dans sa vie, 4-5 livres et de préférence parmi... c'est directif, 4-5 livres et de préférence parmi ceux que tu estimes être passés sous le radar pour éviter de citer Machiavel que je vois mirater en fond de chaque vidéo. Donc 1984, Sun Tzu, l'art de la guerre. Très, très important. Un bouquin qui n'a rien à voir, mais 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. J'aime beaucoup ce bouquin. Le deuxième est moins bien. Quand il parle de politique, il est moins efficace. Par contre, quand il parle de psychologie et de développement personnel, il est vraiment super intéressant. Jordan Peterson, ça t'aide à remettre un peu de l'ordre dans ta tête, c'est pas mal. Autre révélation, à laquelle j'ai pas pensé il y a 2 minutes. L'enracinement de Simone Weil, donc pas Simone Veil, Simone Weil, W-E-I-L, qui moi a été aussi un... Tu sais, quand t'es frappé par la foudre, philosophiquement parlant, ça a été un peu ça. Donc je vous conseille l'enracinement de Simone Weil aussi. Je suis belge, est-ce que ça te dérangerait de venir t'installer en Belgique et de faire des vidéos sur notre système politique belge et venir faire de la politique en Belgique, que je puisse voter pour toi? Non, je suis désolée, mais c'est beaucoup trop compliqué la Belgique. Le système politique belge, désolée, il va falloir vous trouver votre porte de sortie à vous, je ne m'occupe pas de ça. Non mais je rigole, mais c'est vrai que la politique belge pour moi c'est beaucoup trop compliqué. Désolée. Que penses-tu de la vidéo debunk de ta vidéo sur le...
Que penses-tu de la vidéo debunk de ta vidéo sur le traitement du Covid long par des professionnels de santé? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? La vidéo de debunk de quoi exactement? De mon expérience que je raconte en disant que c'est mon expérience, ou le debunk d'un spécialiste en pathogénèse virale par une toubib du planning familial? Est-ce que ça m'a fait réfléchir? Réfléchis-tu les sujets de tes vidéos avec d'autres personnes, ou ce que tu dis est-il le fruit de tes recherches et réflexions personnelles? On n'est jamais tout seul dans la vie déjà, enfin on n'est jamais tout seul dans une grotte à faire des recherches et des réflexions personnelles. Enfin, tout est nourri, tout est alimenté par les conversations, par les discussions que j'ai avec d'autres gens, avec mes proches, avec les gens que je rencontre, etc. Donc en ce sens, c'est jamais toute seule que je fais les choses. Après oui, sinon c'est moi qui écris, enfin sur ma chaîne, sur le fil d'actu c'est encore différent, on est une équipe, donc là oui on discute des sujets ensemble, c'est pas moi qui écris, etc. Mais sur ma chaîne, oui je fais tout toute seule en fait. J'ai été très étonnée que tu n'aies fait aucune vidéo sur l'Alliance des gauches. En fait, pourquoi n'avoir sorti aucune vidéo entre le deuxième tour des présidentielles et la fin des législatives? Parce que j'avais besoin de vacances et que c'était une période de merde, et ne pas avoir à nouveau recommandé pour qui voter afin de battre Macron. Mais vous alliez pas battre Macron en appelant juste à voter NewPS. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai déjà expliqué. Pourrais-tu faire un petit historique de ta chaîne, d'où tu es parti, pourquoi, qui t'accompagne et quels sont tes projets à venir? Alors les projets, c'est compliqué. L'historique de la chaîne, y a eu deux chaînes en fait. Il y a eu le fil d'actu qui était à la base monté, on était une petite équipe de un peu moins d'une dizaine de personnes. On voulait faire un journal comme on aurait aimé peut-être en voir à la télé, enfin avec nos moyens évidemment. En 2017, au moment de l'élection de Macron, ça a clashé au niveau de la ligne, donc on est chacun parti sur des chemins séparés. Et là, depuis 2017, sur le fil d'actu, on est 3, donc un rédacteur en chef, Tommy, un monteur, réalisateur, Johan, et moi-même à la présentation. Et avec, on a eu l'aide ponctuelle de quelques autres personnes, mais c'est cette petite équipe-là qui est le cœur du fil d'actu. Donc on a lancé ça en 2015, fin 2015, juste avant mon départ du PG, juste avant notre départ du PG, parce qu'on était plusieurs à quitter le parti de gauche à ce moment-là. Pour la petite histoire, le premier épisode on l'a même tourné au siège du parti de gauche. Et voilà, donc on a tous fait ça en parallèle de notre boulot jusqu'à pouvoir en vivre. Peut-être c'est 2 ans après, on a réussi... Non, 1 an après, je sais plus. 1 an après, on a réussi à embaucher donc notre monteur à temps plein. Et sur ma chaîne, c'est venu du fait que peut-être le format du fil d'actu était un peu trop journalistique et que j'avais envie de faire plus des choses, des vidéos à thèse justement, de l'analyse, de pas forcément me limiter à un format, à une manière en fait d'expliquer l'actualité. Ça m'a paru bien complété en fait, c'était, en tout cas ça répondait à un besoin de ma part qui était d'en parler plus librement, plus directement, voilà, de donner aussi beaucoup plus mon opinion, parce que dans le fil d'actu c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus carré, et voilà, donc j'ai lancé ma chaîne à côté. Je travaillais en parallèle de la chaîne, des chaînes du coup, jusqu'à pouvoir en vivre, et c'était en 2018. Quand est-ce qu'on va se débarrasser du poudré à la moumoute à coups de fourche dans le cul? Bon, vous imaginez bien que je vais pas répondre à cette question, mais ça me fait rire. Tu es plutôt danette choco ou vanille? C'est pas du tout mon genre de dessert, vraiment pas. Pourquoi la France soutient-elle des nazis en Ukraine? Peut-être parce que nos dirigeants sont à fond dans l'Union Européenne, et que l'Union Européenne, c'est un peu le 4e Reich. Ça y est, je l'ai dit. Salut, que faut-il faire pour que le gauchisme arrête de nier le réel? Pars du principe que tu ne peux pas forcer les gens à penser de ta manière. S'ils veulent nier le réel, si c'est leur mode de pensée, en fait tu vas pas pouvoir les changer. Je pense que c'est vain d'essayer d'empêcher les autres de nier le réel. Tout ce que tu peux faire, c'est toi essayer de le comprendre dans sa totalité, et y compris tous les points et tous les aspects qui te dérangent, et d'essayer de le décrire avec le plus de précision pour être au plus proche possible de la réalité. Mais pour les autres, je pense que c'est pas possible. Dans beaucoup de tes vidéos, tu as un accent gaulien. Ma question est es-tu d'une certaine manière gaulliste?
Bah, on serait en 1950 ou en 1943, je pourrais te répondre. Là, aujourd'hui, le gaullisme, enfin, il faut un De Gaulle pour qu'il y ait du gaullisme. Donc, ceux qui se revendiquent du gaullisme aujourd'hui, c'est les plus libéraux, c'est ceux qui nous ont vendus aux Américains et à l'Allemagne. Donc, j'ai un peu de mal, tu vois. Donc, je sais pas. Une autre question un peu moins personnelle. Penses-tu que nos élites font exprès d'être aussi nulles ou est-ce qu'il y a autre chose? Ben, on fait pas exprès d'être nuls. Ils ont un intérêt commun. C'est-à-dire la perpétuation de leur système, c'est-à-dire du système qui permet leur survie. Et en plus, ils sont très mauvais à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont malveillants et nos ennemis, et en même temps, ils sont nuls. Tu vois, c'est le en même temps macronien. Crois-tu qu'une France qui a élu 2 fois Macron mérite qu'on fasse des efforts pour elle? N'as-tu pas l'impression parfois de frapper avec une épée dans l'eau avec ton travail de qualité? Le médiocre gagne partout. C'est pas ma vision des choses en fait. Enfin, je me dis pas oh je fais un super travail, les gens ils me méritent ou pas quoi. Enfin, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je considère que j'ai à faire et je me pose pas la question de est-ce que les gens sont assez bien, est-ce qu'ils pensent assez bien, est-ce qu'ils votent assez bien. Je sais pas, je pense pas du tout les choses comme ça. Donc je fais ce que je pense être juste et bon, voilà. Le reste, ce n'est pas de mon ressort en fait. C'est vrai que tu as neutralisé une racaille en lui liant les mains dans le dos et en le bâillonnant avec un foulard. J'aimerais beaucoup. Comment allez-vous? Bah ça va. Tout simplement. Et que pensez-vous de nous, votre communauté? Bah j'en sais rien parce que vous me connaissez beaucoup mieux que je ne vous connais. Donc je sais pas, c'est une communauté humaine. Je vous remercie d'être là surtout en fait, mais j'ai pas de jugement à porter sur vous, sur ce que vous êtes quoi. Par contre, je veux bien que dans les commentaires vous me parliez de vous en fait, parce que vous me connaissez assez bien dans la mesure du fait que vous me voyez toutes les semaines sur votre écran dire ce que je pense, mais moi en fait je ne vous connais pas, donc parlez-moi de vous dans les commentaires. Je suis un peu mal à l'aise, mais j'admets que j'aimerais savoir combien tu gagnes, chaîne YouTube, livre, etc. Alors, je vais y revenir. Si tu penses être fiché S ou surveillé, oui, j'ai déjà été suivi, c'est clairement. À force de dénoncer des vérités qui dérangent, je ne sais pas si c'est à force de dénoncer des vérités qui dérangent. Je pense que c'est du fait de mon activité qui touche à la politique et que voilà, j'ai été militante, je suis quelqu'un d'engagé, donc forcément, à partir de ce moment-là, tout le monde... Enfin, il suffit que tu aies participé une seule fois à une manif pour être fiché. Donc personnellement, je pense que je le suis. Mais c'est pas... Voilà, bon, c'était un peu plus flippant quand on a essayé de lancer un mouvement politique avec Greg et qu'il y avait des gars qui nous suivaient et qui nous enregistraient. Bon, c'est sûr, ils auraient pu envoyer quand même des mecs un peu plus discrets. D'ailleurs, ça nous a bien fait rigoler, mais disons que voilà. Donc ça, c'est sûr. Si je pourrais m'entendre avec Julien Rochdy ou ses apparentés... c'est ma réponse. Et combien je gagne? Alors les livres ça rapporte pas grand chose, hein. Enfin, on a touché de mémoire 1500 € à deux avec Greg, enfin 1500 € chacun avec Greg la première année, et sinon depuis c'est 300 € par an hein, les bouquins. La chaîne YouTube, alors il y a la monétisation qui, selon l'algorithme, selon la publicité, enfin ça dépend en fait de trucs dont seul YouTube a le secret, mais en gros je gagne avec juste sur YouTube, avec la monétisation YouTube, c'est entre 500 et 1000 € les bons mois, mais par mois voilà. Plus après il y a Tipeee et pareil ça dépend des mois en fait, ça dépend de vous. Enfin voilà, je suis pas du tout à plaindre, hein. Enfin ça va, hein. Mais en gros c'est de manière générale entre 1005 et 2005 par mois sur Tipeee. Après Tipeee prend une commission de 6 à 8% là-dessus. Et le total de Tipeee plus monétisation YouTube, comme j'ai un statut d'auto-entreprise, je paye 22% de ce que je gagne en cotisation à l'URSSAF, cotisation retraite, chômage, etc. Tous les trucs auxquels j'aurai jamais droit, comme la plupart d'entre vous. Donc voilà, pour vous donner une idée, en 2021, là ma déclaration de revenus, j'ai de revenus imposables 22 000 €. Donc ça fait presque 2000 € par mois, c'est bien, franchement je me plains pas. Et là-dessus j'ai payé, enfin je paye là presque 1000 € d'impôts, voilà.
La transparence. T'en penses quoi de Le Pen? Tu étais pour elle? Non, mais sachant qu'elle est pro-russe et pro-Poutine, j'en sais rien. Et résultat, 89 députés à l'Assemblée nationale étaient contre Macron, ça oui. Moi, je ne suis pas sur les idées de Macron ni pro-Macron. Voilà, après, je respecte tes idées et ton choix. Donc la question c'est qu'est-ce que j'en pense de Le Pen. Je pense que elle représente en grande partie par défaut, mais c'est une réalité, les classes populaires, que les classes populaires l'ont choisi pour les représenter. Je pense que les classes populaires ont influencé énormément sa ligne et qu'elle est obligée, elle a été obligée par le truchement de l'alchimie politique de changer vachement son discours et même le fond de son discours, le fond de sa pensée sur un certain nombre de sujets, du fait qu'elle est le réceptacle des aspirations des classes populaires et de la France qui travaille, parce que c'est ça, tous les gens entre 25 et 65 ans ont mis Le Pen en tête au premier tour. Voilà, c'est une réalité. Donc les gens qui travaillent ou qui sont en âge de travailler ont très bien compris qui était l'ennemi et ne se sont pas trompés de cible. Mais bref, et du coup, après elle en tant que personne, je m'en fous. Je pense que elle l'a pas vraiment. C'est terrible parce que elle représente les classes populaires et en même temps, elle a pas de projet solide pour moi qui permettent, même si un jour elle arrive au pouvoir, d'aller jusqu'au bout de son idée. Donc c'est assez compliqué. Je pense qu'elle a une bonne intuition politique. Est-ce que si jamais elle était un jour au pouvoir, est-ce que sa condition personnelle de bourgeoise reprendrait le dessus? Est-ce qu'elle ferait un meilleur boulot que Macron? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais juste que... Le truc, c'est que c'est ouvert, en fait. Et les gens qui n'ont pas voté Le Pen en se disant que c'était pire que Macron, vous avez fait une erreur de jugement, mais une erreur politique, mais monumentale. Parce que dans tous les cas, en fait, dans la situation de crise, et la situation de crise, on la voyait venir déjà avant la présidentielle, la situation de crise là, qui est la nôtre et qui va être la nôtre de pire en pire là, ces prochaines années, il vaut mieux avoir quelqu'un dont on ne sait pas complètement ce qu'il va faire et qui va être quand même influencé par son électorat, à savoir les classes populaires, que quelqu'un qui est un ennemi déclaré de la France et des Français dans leur majorité. Donc je maintiens que ça aurait été sans doute plus facile de faire changer quelque chose à la politique et à notre système institutionnel avec Le Pen au pouvoir qu'avec Emmanuel Macron. Voilà, avec Emmanuel Macron, on sait à quoi s'attendre. Avec Le Pen, c'était beaucoup plus ouvert. Le champ des possibles était ouvert et elle aurait de toute façon dû céder au moins en partie à sa base électorale qui était classe populaire et force productive de ce pays. Donc voilà ce que je pense de Le Pen. L'Europe a-t-elle encore un avenir? Non. Enfin, si, l'Europe en tant que continent géographique, ça va pas bouger, a priori, à moins d'un énorme séisme. L'Union européenne, en revanche, je ne sais pas si elle va passer l'hiver, j'exagère un peu, mais voilà. Vu la gestion de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation et le Covid, oui, c'est bien résumé, j'ai vraiment l'impression que ce truc ne sert pas à grand-chose. Si ça sert à faire gagner de l'argent aux retraités allemands, en soutenant l'économie allemande moribonde au détriment de l'agriculture et de l'industrie française. LVMH te propose 1 heure d'antenne sur TF1 pour présenter ta chaîne, mais tu dois être habillé par le groupe, tu fais quoi? Ça dépend ce qu'ils me demandent de porter, en fait. Non, je rigole, mais c'est juste, évidemment j'y vais, en fait. T'as un espace pour aller t'exprimer, tu le prends. Tu fais pas la fine bouche en disant « Ah non, je suis trop bien pour ci, pour ça, en fait. » Donc moi, j'y vais. Et je fous peut-être le sbeul. C'est pour ça qu'ils m'invitent pas. Pourquoi ne rejoignez-vous pas l'équipe de Front Populaire? Ouais, parce que pour les mêmes raisons, en fait, un peu que j'ai quitté République Souveraine. Parce que Michel Onfray ne va pas au bout de... Je trouve, il va pas au bout de ses idées. En outre...
Front Populaire, c'est encore plus particulier parce qu'il n'y a pas vraiment d'idée. Enfin, je suis désolée, j'ai lu leur charte, voilà, j'ai regardé un petit peu les articles, la qualité des intervenants, etc. Enfin, elle est pas en cause, mais par contre, en tant que, je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire en fait. Enfin, c'est quoi? C'est juste pour faire mousser Michel Onfray, pour qu'il puisse monter ses listes aux européennes et ajouter au cirque politico-médiatique, et puis quand il faut prendre ses responsabilités et appeler à faire barrage à Macron, il n'y a plus personne. Enfin, moi je suis désolée, j'ai eu tellement de déceptions en fait au moment de l'entre-deux tours là, de la présidentielle, où j'ai vu vraiment ce que valait le souverainisme chez tellement de personnes. Et dans l'équipe de Front Populaire, c'est un peu pareil en fait. Enfin, moi, j'ai pas pas très envie de participer à ça en fait, si c'est juste pour servir la soupe à Michel Onfray en fait. Enfin, pareil que Georgie, enfin, j'ai pas d'animosité humaine vis-à-vis de Michel Onfray, mais je suis désolée, enfin, le gars, il dit un truc, 3 mois plus tard, il dit le contraire. Enfin, il fait du Éric Zemmour, quoi, en moins efficace. Enfin, je suis désolée. Il va essayer de dire et encore non, parce que Éric Zemmour, il a une ligne. On est d'accord ou pas d'accord avec. Moi, je suis pas d'accord avec. Mais n'empêche que, Éric Zemmour, on sait ce qu'il pense, quelle est sa vision du monde. Michel Onfray, à part que il est girondin. Ce qui est complètement pas moi, et qu'il est proudhonien et qu'il déteste Karl Marx, ce qui n'est pas du tout moi, on ne sait rien en fait de ce que pense Michel Onfray. Donc pour moi, je rejoins pas quelqu'un dont l'activité semble être de ratisser le plus large possible pour vendre des livres. Voilà. Désolée pour ceux que ça blesse. Hein. Pourquoi n'es-tu plus aussi active qu'à tes débuts ? Alors en fait c'est marrant parce que la réponse à ça était dans le post sous lequel vous avez commenté. Il y a sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Sur YouTube je suis beaucoup moins active qu'avant, déjà parce que il y a eu 2 ans où j'ai été extrêmement malade, que c'était une maladie extrêmement handicapante et que je ne pouvais pas travailler autant qu'avant. Depuis que je vais mieux, c'est parce que comme je vous le disais donc dans ce post, au fur et à mesure que la chaîne grandit, en fait, mon sentiment de responsabilité vis-à-vis des contenus grandit aussi, et je suis de plus en plus exigeante sur ce que je produis, tout simplement. C'est-à-dire que je vais me sentir obligée de lire 50 bouquins, enfin pas 50, mais entre 5 et 10, ouais, avant d'écrire une vidéo, pour pouvoir soit me mettre dans l'ambiance, soit bien comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants. Je vais passer aussi beaucoup plus de temps à écrire. D'ailleurs, vous aurez noté que les vidéos sont plus longues aussi qu'avant. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps à écrire, à peser vraiment les mots pour être sûre en fait de décrire avec le plus de précision possible ce que je considère être vrai, ou ce que je vois, ou ce que j'analyse. Je pourrais faire des vidéos, voilà, je fais une vidéo par jour, je joue au Lego, je raconte ma vie, je me filme en train de faire la cuisine, mais je sais pas si ça vous intéresserait, mais moi ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas de faire ça. Enfin, j'essaye de produire quelque chose qui a une valeur, et la valeur, ça demande du travail. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos sur YouTube qu'avant, et que le fond est beaucoup plus travaillé que avant. Par contre, en tout cas, moi je vois mes vidéos du début et celles les plus récentes, et il y a un monde en fait, il y a un monde intellectuellement parlant, il y a un monde en termes de contenu, enfin c'est une évolution. Après on n'est pas obligé de trouver que c'est une bonne évolution, mais en tout cas c'est celle moi qui me satisfait, où je me dis il y a un progrès, il y a une amélioration, il y a quelque chose de mieux, et j'apporte quelque chose vraiment d'utile, et en tout cas moi ça me paraît nécessaire. Donc voilà. Et sur les réseaux sociaux je suis moins active qu'avant parce que c'est un peu, pour moi c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui tournent en rond sur les mêmes sujets en boucle depuis des années maintenant. Et pareil, ça m'intéresse pas en fait de participer à ces débats-là, de commenter la énième connerie de Sandrine Rousseau, la énième sortie débile de Éric Zemmour. Enfin, c'est nul quoi.
c'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas des vrais sujets, c'est pas des sujets qui sont essentiels. Et c'est terrible à dire, mais les médias ne traitent pas des sujets essentiels. Les médias, et je parle des médias et des réseaux sociaux, enfin voilà. Et ils passent leur temps, les médias passent leur temps à commenter les petites phrases des réseaux sociaux, les réseaux sociaux passent leur temps à commenter les conneries des médias. Enfin, il y a un moment, vous vous rendez compte que ça tourne en circuit fermé, quoi. Et du coup, ça me... Je sais pas, enfin peut-être que c'est le fait, encore une fois, d'avoir été malade pendant, vraiment aussi malade pendant 2 ans, et de me dire, mais ça m'a peut-être recentré, tu vois, ça m'a peut-être recadré sur ce qui est vraiment important, sur quels sont les sujets essentiels, et j'arrive plus à vraiment à me mettre sur les réseaux sociaux et à produire du contenu comme ça, qui va tomber dans l'oubli dans 24 heures, et qui n'aura servi à rien, à part à alimenter les buzz et les petites histoires. Voilà, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays, c'est les gens autour de moi, c'est la vie en fait, enfin, c'est la politique, et les petites conneries sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas de la politique en fait. C'est de la politicaillerie, de bourgeois décérébrés qui ne savent absolument pas quoi faire parce qu'ils sont tellement décalqués par rapport au monde réel qu'ils en sont réduits à commenter, ah ben oui, est-ce que le barbecue c'est la masculinité toxique, est-ce que il faut mettre des grosses noires dans les séries, non mais sans déconner quoi, enfin, qui sortent un peu de leur monde, et voilà, et c'est pour ça que je suis moins active sur les réseaux sociaux, parce qu'ils me gonflent tous. Voilà. Pensez-vous qu'en proposant un discours argumenté, il soit encore possible de convaincre les foules, ou faut-il hélas recourir à des méthodes similaires à celles du pouvoir, par une contre-propagande par exemple? Je pense que tu parles de la communication, etc. Les deux ne sont pas incompatibles, hein. La pensée, le discours, ce sont des outils et des instruments qui sont utilisés par différentes personnes avec différentes idées et différentes visions du monde. Donc c'est pas les méthodes du pouvoir déjà, ce sont des instruments. Enfin c'est comme un couteau, n'importe qui peut en utiliser. Hein. Il y a un mec qui peut l'utiliser pour couper des tomates et l'autre gars il peut l'utiliser pour aller tuer des gens. Enfin c'est pareil. Ces méthodes-là, elles n'ont rien de honteux. Mais en quoi est-ce que le fait d'essayer de convaincre les gens, de faire de la communication, etc., ce serait incompatible avec le fait d'avoir un discours argumenté? Je crois pas, en fait. Enfin, je pense que même pour convaincre les gens, c'est mieux d'avoir un discours argumenté que de passer par des sophismes et des arguments fallacieux. Enfin, après, ça se voit vite, hein, quand même, qu'il y a rien derrière. Tu vas faire quand une vidéo avec Le Pen? Je sais pas, si elle veut. Voilà, si vous voulez, venez. Ferais-tu une vidéo... Ferais-tu une vidéo sur l'affaire Brigitte Macron et que Brigitte aurait une... Hashtag Jean-Michel Trogneux, vous êtes sérieux? Non, je vais pas faire de vidéo là-dessus. Pourquoi continuer à raconter des conneries assez grosses quand il suffit de dire du bien de la Russie pour avoir un salaire garanti? Hein? Non mais moi quand je comprends pas, je réponds pas. Pourquoi les gens votent encore après des décennies d'enfumerie? Parce que c'est la seule manière de changer les choses, en tout cas par la politique. Êtes-vous pour ou contre une Assemblée nationale constituante? Ça dépend en fait, ça dépend quelle constitution. Voilà, ça dépend. Une Assemblée nationale constituante, c'est pour écrire une nouvelle constitution. Donc voilà, donc a priori oui, même si je pense qu'une nouvelle constitution, ça va pas être l'alpha et l'oméga de la solution à nos problèmes là actuellement. Enfin, c'est pas juste une nouvelle constitution qu'il faut, c'est pas vraiment simplement au niveau institutionnel que les choses là elles se jouent. Donc oui, dans l'absolu, je suis pour une Assemblée nationale constituante, si possible tirée au sort d'ailleurs, mais pareil quoi, enfin ça va pas tout résoudre. Mademoiselle Ventos, vous êtes partie de gauche, mais pour aller où? Pourquoi les rouges bruns? Oh la vache. Déjà, vous savez pas ce que c'est rouge-brun, hein, sans déconner. Et ensuite, vous en êtes réduit à aller piquer des blagues à Usul tellement vous avez rien à dire. Vu le niveau zéro des politiques en France, oui, et des militants gauchistes avec des drapeaux LGBT dans leur photo de profil, vu le niveau zéro des politiques en France, incapables d'écouter ou d'échanger pour trouver des compromis et qui préfèrent s'arc-bouter sur des dogmes sans aucune nuance, comment penses-tu que nous puissions nous sortir par le haut de cette situation? N'est-il pas déjà trop tard? Bah non, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce que tu as déjà eu des regrets par rapport à des propos que tu as pu tenir en vidéo ou sur les réseaux sociaux? Et dans la même veine, est-ce qu'il y a des sujets que tu as traités en vidéo sur lesquels tu t'as changé d'avis? Ouais, si, la vaccination obligatoire pour le Covid. Honnêtement, moi à la base j'étais contre
Le pass vaccinal, c'était pas la bonne manière en fait de faire, de priver les gens du droit d'aller à tel endroit parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, en même temps en leur disant ah bah oui hein, mais vous êtes libres, hein, vous choisissez, etc. Mais par contre si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes des connards, vous pensez mal, vous êtes des complotistes, etc. Ça, enfin, je suis désolée, c'est inadmissible en fait. Enfin, ça c'est un raisonnement totalitaire vraiment, parce qu'on veut forcer les gens à penser d'une manière certaines, alors que le rôle d'un gouvernement, c'est d'établir des lois, et la loi, oui, des fois c'est contraignant, c'est soit tu es obligé de faire quelque chose, soit tel truc est interdit, mais on ne t'oblige pas à être d'accord, on te dit juste, ben non, si tu tues quelqu'un, tu vas en prison, et si tu prends de la drogue, et ben, c'est interdit, donc tu vas avoir une peine appropriée au crime, au délit, enfin à l'infraction pénale en tout cas que tu as commise. Le pass vaccinal, c'était vraiment une honte parce que ça faisait vraiment, on essaye de... Enfin, c'est une coercition qui disait pas son nom et c'était vraiment une manière d'essayer de forcer les gens à penser comme le gouvernement. Et ça, enfin, moi j'ai été contre. Et de fait, il n'y a pas 36 solutions. Si tu veux, soit tu tiens à ce que tout le monde soit vacciné, et auquel cas tu es pour la vaccination obligatoire, et moi ça a été ma position sur le début, soit t'en as rien à faire, et dans ce cas-là, tu laisses les gens libres de leurs décisions. C'est un dilemme quand tu es à la tête de l'État. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois, parce que c'est quand même, soit tu uses du moyen légal de coercition, à savoir l'obligation vaccinale, soit tu laisses les gens libres, mais tu vas pas les faire chier en leur disant oui, mais du coup, t'as pas le droit d'aller au cinéma, ou du coup, t'es un sale complotiste qui pense mal. Enfin, je veux dire, voire un nazi, parce qu'il y a quand même eu cet argument-là qui est sorti, donc t'es un nazi, t'es une mauvaise personne, voilà. Donc à ce moment-là, moi j'étais sur, écoute, le gouvernement tient à ça, qu'il prenne ses responsabilités, je suis pour l'obligation vaccinale, voilà. Au moins ça rend les choses claires. Après, aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe avec le vaccin, du fait qu'il ne protège pas, il n'a pas l'air de protéger très bien, puisque ça, bon, hein, dans la balance bénéfice-risque, en fait, ça vaudrait pas le coup, et donc je pense que, je ne suis plus aujourd'hui pour l'obligation vaccinale des vaccins Covid. Sur les autres vaccins, c'est une autre question. Le tétanos, la polio, etc. Évidemment, je suis pour. Sur le vaccin Covid, non, c'est n'importe quoi. Ça a été géré n'importe comment en plus. Donc voilà. Je suis revenue sur cette position-là. Pour ou contre le Frexit, alors personnellement pour, mais pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre le Frexit comme un projet de société. L'exemple britannique nous montre assez bien que sortir de l'UE sans vraiment savoir ce que tu vas faire comme politique derrière, ça donne lieu à absolument n'importe quoi aussi. Donc je suis pour le Frexit comme un moyen de récupérer le contrôle sur notre destin collectif en tant que la France, en tant que nation, et ensuite pour appliquer une politique. Mais si c'est sortir de l'UE pour appliquer une politique libérale et devenir les joujoux des États-Unis au lieu d'être les joujoux de l'Allemagne, ça m'intéresse pas. Michel Onfray et Front Populaire ont annoncé la mise en place d'une liste souverainiste pour les prochaines européennes. Qu'en pensez-vous? Une alliance avec d'autres candidatures souverainistes d'où qu'elles viennent est-elle envisageable? Je sais pas, faut leur demander, mais ça sera pas avec moi, donc comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça ajoute au bruit et au cirque, et que c'est n'importe quoi. Que penses-tu de la technologie de la blockchain, la technologie en elle-même, pas l'usage actuel des crypto-monnaies NFT? Penses-tu que ça permettrait d'avoir une base solide pour reconstruire un système étatique vraiment pour le peuple? Mec, tu poses la question à quelqu'un qui répond à des questions sur papier. Qu'est-ce que tu penses que je pense de la blockchain? Non, moi je suis vraiment très à l'ancienne. Je pense qu'on a fait des dizaines de milliers d'années de l'histoire de l'humanité sans avoir des technologies comme ça, et que je pense que ce n'est pas nécessaire à la reconstruction d'un système démocratique en fait. La technologie en elle-même, c'est pareil quoi, c'est des outils qui peuvent être utilisés d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Question.
Ça, je vous la montre parce que... Voilà. C'était... Bon, c'était drôle. Question hors sujet de tous les autres. Ton endroit préféré à Nancy et pourquoi? Je suis pas quelqu'un de particulièrement citadin. Donc mon endroit préféré à Nancy, enfin dans Nancy, peut-être la Pépinière parce que ça me rappelle des bons souvenirs de quand j'étais gosse. Enfin j'habitais pas à Nancy, mais des fois j'y allais avec ma mère le week-end et elle m'emmenait à la PEP et ça me rappelle des bons souvenirs d'été en fait à jouer dans les jets d'eau, les fontaines là, à regarder le théâtre de Guignol, manger une glace et puis peut-être la PEP. Quel est ton avis sur les mouvements décoloniaux? Bah, je sais pas, les mouvements. Qu'est-ce que tu appelles les mouvements décoloniaux? Est-ce que c'est les mouvements des pays colonisés au milieu du XXe siècle, en gros, pour la décolonisation? Parce que ça, dans la mesure où je suis pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté des nations, je l'applique à mon pays, mais je l'applique aussi aux autres. Donc, les pays colonisés qui se bougent pour être décolonisés, je suis pour. Après, si tu parles des mouvements idéologiques post-coloniaux en Occident, qui sont surtout dans les universités et dans les médias, je pense que ça sert surtout à vendre des produits, des chaussures, des sacs à main, des produits culturels. Et que ça sert à certains à se donner bonne conscience et à avoir un engagement alors que ce sont des bourgeois en fait, et qu'ils n'ont rien d'autre dans leur vie. Mais c'est marrant parce que j'étais en train de... Récemment là, j'ai lu le portrait du colonisateur et le portrait du colonisé d'Albert Memmi. Donc c'est un militant pour le coup décolonial qui a écrit cet ouvrage-là dans les années, je crois que c'est 1950, voilà, donc avant la guerre d'Algérie, en tout cas avant l'indépendance de l'Algérie, qui est tunisien et qui parle en fait des gens de gauche et de leur attitude vis-à-vis de la colonisation. Je me suis dit en lisant ça que leur attitude n'avait pas changé, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir les gens donc de gauche, qui vont soutenir les mouvements décoloniaux, mais qui ne se rendent pas compte que ça peut déboucher sur des régimes qui n'ont rien à voir avec leur idéal marxiste. Dans les années 50, c'était un idéal assez marxiste quand même, et où les peuples décolonisés vont se tourner vers la religion, notamment vers l'islam, et c'est ce que dit Memmi, c'est pas... et où vont se tourner notamment vers l'islam, et vers des valeurs beaucoup plus traditionnelles que celles que la gauche a vocation à propager. Et donc ils sont dans une espèce de double pensée là, qui fait qu'ils sont capables de soutenir la lutte des peuples qui se battent pour leur décolonisation, tout en ne se rendant pas compte en fait que cette lutte-là va aboutir à leur éviction complète de la société décolonisée. Ils feront toujours partie des peuples colonisateurs. Donc en fait, ils ont... Albert Memmi décrit très très bien, comment il dit, cette schizophrénie en fait, et ce côté vraiment maladif de la gauche qui a un rapport pas du tout clair ni avec la nation, ni avec les nations qui ne sont pas dans la pensée occidentale. Et où du coup ils concourent même à leur propre destruction. Et là où Memmi dit, quand les colonisateurs de droite, en gros, de l'époque toujours, vont soutenir la perpétuation de la colonisation, au moins ils défendent leurs intérêts. Mais les mecs de gauche, c'est n'importe quoi. On n'a pas à aller dicter aux gens, on n'a pas à aller dicter au peuple en fait ce qu'ils ont à penser, ni aux nations ce qu'elles doivent établir comme système politique. Et oui voilà, bref, c'était mon avis sur les mouvements décoloniaux. Question plutôt culturelle, ton avis sur l'évolution du Hellfest entre sa création et maintenant? C'est compliqué parce que, déjà j'y suis pas allée depuis 2018, mais le Hellfest aujourd'hui, c'est une énorme machine, c'est un grand festival et
Je suis contente pour eux qu'ils aient réussi à s'imposer comme étant une référence dans le milieu de la musique extrême, parce que mine de rien, c'est une musique qui était réservée à quelques geeks, et maintenant, c'est devenu beaucoup plus populaire en tout cas, et le Hellfest, en France, et le Hellfest y a contribué. Il n'empêche que moi, j'aurais toujours la nostalgie des petits festivals du milieu des années 2000 où on était entre nous, où pour le coup, il n'y avait pas... c'est bête, mais il n'y avait pas à se préoccuper, ni des vols, ni des pickpockets, ni des machins. C'était... Voilà, bon, c'est une forme de nostalgie, hein. Ça ne veut pas dire que je rejette tout ce que c'est devenu, mais c'est une autre époque. Voilà. Dans ta dernière vidéo, tu dis qu'il n'y a pas de solution individuelle à l'effondrement, la crise climatique et économique. Tu critiques les individualistes avec leur potager, stock d'or ou bunker, la version riche. Non, je ne critique pas les individualistes avec leur potager, stock d'or ou bunker. Au contraire, je dis que c'est la base de la survie individuelle. Ce que je critique, ce ne sont pas les gens qui font leur potager. Je serais bien mal placée pour faire ça d'ailleurs. Mais ce que je critique, ce sont les gens qui prétendent que ça, c'est un modèle politique, que c'est un modèle de société, que c'est applicable à la société. C'est comme les gens qui viennent te dire « Oui, moi, je consomme bio, alors du coup, c'est un modèle politique et c'est un engagement politique. » Ce n'en est pas un, c'est un comportement individuel. C'est la même chose que les influenceuses qui sont là, oui, c'est un shampoing fabriqué en France et bio. Ouais, mais on s'en fout en fait, ça n'a aucun intérêt dans un projet de société. Voilà, c'est tout. Donc je ne les critique pas. Chacun, pour le coup, est libre de mener sa vie dans sa vie personnelle comme il l'entend, et encore heureux. Je dis simplement que tes habitudes de vie personnelles ne font pas un projet politique, ne font pas un projet de société. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, justement, il dit « Je crois que tu sous-entends une solution, un projet, lequel, encore une fois, si je l'avais sous le coude, je vous l'exposerais tout de suite, mais je suis en train d'y travailler. » Pourquoi ce soutien à des menteurs pathologiques tels que Le Pen et Patterson ? Camoulox, vous mettez sur le même plan une femme politique française avec qui vous n'êtes pas d'accord, et un immunologue américain qui traite les Covid longs. Je sais pas c'est où la pathologie, mais à mon avis, elle n'est pas à chercher du côté des gens que vous citez. Hein. Es-tu fondamentalement contre l'idée d'une Europe unie, ou peux-tu concevoir une convergence des intérêts des peuples européens, notamment avec ce qui s'est passé ces dernières années ? Alors, l'Europe unie, déjà, encore une fois, l'Europe, c'est un continent géographique. L'Union européenne, c'est pas viable en fait. C'est pas viable parce que les intérêts des nations européennes, surtout à 27, 28, 52, ne seront jamais les mêmes. Je veux dire, l'Allemagne, de par sa démographie, de par sa structure économique, de par ce qu'ils produisent sur leur sol, etc., n'a pas les mêmes intérêts que la Grèce, que la Lettonie, que l'Irlande, que l'Espagne ou que la France. Donc à partir de ce moment-là, en fait, vouloir mettre tout le monde dans une union politique et économique, et bientôt ils veulent faire militaire, mais c'est n'importe quoi, ça va simplement donner lieu à ce que ceux qui dictent les règles soient les plus forts, ceux qui ont le plus de poids, qui ont le plus d'influence, et c'est l'Allemagne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'Allemagne, l'Union européenne, les règles qui régissent l'Union européenne, les traités qu'on signe, ce sont des règles qui favorisent l'Allemagne. Donc, il ne s'agit pas de dire que on ne peut pas, en tant que nation, que l'Irlande et la Lituanie ne peuvent pas avoir des intérêts convergents sur certains aspects. Mais par contre, faire une union politique, économique, etc., de tous les pays avec des intérêts divergents, c'est complètement idiot. Je suis désolée, c'est n'importe quoi. Et c'est pas juste des idiots qui ont pensé ça, c'est des gens qui défendent des intérêts. Et ce sont les intérêts de la classe dominante allemande. C'est tout, en fait. Donc il ne s'agit pas de dire il faut sortir de l'UE et on ne pourra jamais coopérer avec les autres pays européens. C'est pas comme ça que ça marche.
Il faut des coopérations, il faut des alliances, mais sur des sujets précis, où il n'y en a pas un qui ramasse la mise et qui littéralement détruit les autres. Parce que je rappelle quand même que c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, avec l'Espagne, c'est ce qui s'apprête à se passer avec l'Italie et peut-être avec la France. Une coopération en fait est possible, mais pour qu'il y ait coopération, il ne faut pas qu'il y ait de rapport de domination non plus. Donc c'est QFD. Pensez-vous que la politique est encore utile dans un pays non souverain? Oh bah, encore heureux dit, parce que si en 42 les mecs ils s'étaient dit non mais ça sert à rien de faire des actions avec la résistance parce que la France est plus souveraine, bah on serait où? Voilà, c'est tout, hein. La politique en fait elle est plus que jamais utile quand le pays n'est plus souverain. C'est parce que le peuple s'est fait exclure du paysage politique par la classe dominante, hein, je le maintiens quand même, qu'il n'a plus de souveraineté. Donc la politique est plus que jamais essentielle pour aller la récupérer. Sinon tu la récupères comment? Que penses-tu des accords Bloom-Burns? Je sais pas, ça a servi à financer le premier plan. Non, mais j'en sais rien, je suis pas historienne et pour le coup, je saurais pas te dire oui, il y avait moyen de faire autrement, il y avait pas moyen de faire autrement, je n'en sais rien. C'est comme si tu me demandais, enfin, je sais pas, tu me demandes un truc, oui, bah il y a 80 ans, qu'est-ce que tu penses de tel traité, tel accord? Écoute, c'est comme ça, quoi. Est-ce que ça, la question, moi, qui me préoccuperait, c'est est-ce que ça a encore un impact aujourd'hui? Et si ça en a un, est-ce qu'il est positif ou négatif? S'il est négatif, comment on fait en sorte de changer ça en fait? Voilà, je suis assez pragmatique hein, comme personne, donc à part ça, j'en pense rien. La situation actuelle en France va très mal, tout le monde se plaint, mais personne n'agit. Est-ce que toi tu agis? À quoi sert la politique dans un pays où elle ne sert à rien? Bah en fait justement, à tout. On s'est fait virer de notre place de souverain. Enfin, je rappelle que dans la République française et dans la Ve République, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide par l'intermédiaire de ses représentants et des référendums. Dans la mesure où quand on vote non à un référendum, on nous le fait passer quand même parce qu'on nous dit qu'on a mal voté, la politique elle sert à quelque chose. La politique elle sert à aller récupérer ce qu'on nous a volé, quoi. Pour moi, hein, mais... Voilà. Et après, sur le fait que tout le monde se plaint mais personne n'agit, bah, c'est qu'on est tous aussi dans la situation où on nous a atomisés pour nous faire croire qu'on est tout seul dans notre coin. Mais sors dans la rue et discute de politique 5 minutes avec n'importe qui et tu vas te rendre compte qu'en fait, on est plein. Et qu'on est tous à se dire « Ouais, bah ouais, ça va mal, tout le monde se plaint mais personne n'agit. » Mais en fait, moi, je fais quoi? Toi, tu fais quoi? Bah voilà. Pourquoi t'agis pas? Pourquoi moi j'agis pas? Parce qu'on se dit ça sert à rien d'être tout seul. Et puis pourquoi? Enfin pour avoir quoi? Tu vois? Enfin on agit, mais on n'agit pas juste contre quelque chose. Normalement on agit pour obtenir une avancée, un changement de système, je ne sais pas. Mais là les raisons de se mobiliser pour quelque chose, elles sont quand même infimes. Donc ça sert à quoi de sortir dans la rue, d'agiter un drapeau, d'aller perdre un œil? Enfin, non mais c'est une vraie question. Enfin, je suis pas en train de te dire que ta question elle est pas bonne, hein, au contraire. Mais c'est simplement, regarde pourquoi toi tu n'agis pas. Enfin, qu'est-ce que tu appelles agir aussi? Et pourquoi moi j'agis pas? Et t'auras ta réponse en fait. T'auras ta réponse. Mais ça va venir, hein, t'inquiète. Hein. Quelles sont les plus regrettables erreurs que tu as faites dans ton parcours politique et dans le YouTube game? Je crois pas aux erreurs. En tout cas, à titre personnel, moi, tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, c'est des choses qui ont un sens. Et c'est des erreurs que si j'en tire aucune leçon. Et je pense que j'ai tiré des leçons de pas mal de choses que j'ai pu faire. Je ne regrette absolument rien. Au contraire, j'ai l'impression que mes actes témoignent en fait de ce que je suis et j'en suis plutôt assez fière en fait. Et même des choses, des errements, des petites... Enfin voilà, des fois où je me suis perdue, etc. Même c'est vous qui avez été là pour me rattraper par la manche, pour me rappeler pourquoi je le faisais. Enfin c'est... Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Que se passerait-il si on sortait de l'Europe et du système de mondialisation? Ça dépend du projet qu'il y a derrière pour l'UE. Et le système de mondialisation, c'est pas... on va en sortir, là, c'est fini en fait. C'est fini. C'est pas nous qui décidons.
le système de mondialisation est en train de s'effondrer. Parce que il y a un monde multipolaire qui est en train d'émerger, où ce n'est pas l'Occident, et notamment les États-Unis, qui dictent sa loi au monde entier. Parmi sa loi, il y a la mondialisation libérale. Là, c'est fini. Voilà. Faire juste des accords commerciaux avec des autres pays pour les ressources primaires non disponibles sur notre sol. Ah oui, c'est que t'as fait la question et la réponse. Bah écoute, oui, moi je suis d'accord, hein, de toute façon, pour les ressources primaires non disponibles sur notre sol, il va bien falloir faire des accords commerciaux, et effectivement sur le reste, moi je pense qu'on est capable de faire et de ne plus être dépendant. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Dans une de tes vidéos, tu as dit que tu préparais des actions politiques, peux-tu nous en dire plus? Non. Bonjour, avez-vous... Non, c'est un peu raide. Non, bah encore une fois, je peux pas vous dire un truc qui n'est pas abouti. Voilà. Avez-vous une opinion concernant le port d'armes citoyen en France? Je suis contre. Et d'une façon plus générale sur l'état actuel de la législation liée à la légitime défense. Merci de proposer un contenu qui nous aide à nous cultiver politiquement. Merci à vous. La légitime défense, alors je suis pas juriste, donc et puis la question m'est posée de but en blanc, donc j'ai pas eu le temps de creuser le sujet. Mais effectivement, il me semble qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout justes dans la politique de légitime défense, où si tu fais mal à quelqu'un qui était en train de t'agresser, c'est toi qui peux potentiellement te retrouver en tôle. Je ne trouve ça pas juste, et que ça soit en tant que citoyen ou en tant que dépositaire de l'autorité publique, hein. Je pense aux profs, je pense aux policiers, etc., où la légitime défense, c'est compliqué, voire inexistant pour eux. Je pense qu'il y a des choses à revoir, mais alors je serais incapable là, à ce stade, de te dire quoi faire, comment changer ce système-là. Il faudra revoir notre système juridique, je n'en ai aucune idée en fait. Des séries ou des livres que tu regardes ou conseilles en ce moment. Alors, des bouquins, je viens de finir Le Grand Retour de la Planification de Jacques Sapir, qui est super intéressant, je vous le conseille. Et des séries... les derniers South Park. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur South Park, mais là, les 2 épisodes, c'est pas vraiment une série, c'est 2 espèces de films... 2 très longs épisodes qui s'appellent The Streaming Wars, la guerre des streamings, qui est super et qui arrive à... Enfin, ils sont très forts hein, pour lier pas mal de questions de société, de questions politiques, de questions d'actualité, où ils ont réussi à faire le lien entre la production de contenu débile à la chaîne pour les plateformes de streaming et le dérèglement climatique. Enfin franchement, je vous conseille, c'est de l'or. Après, un truc un peu plus intemporel, enfin si, c'est ancré dans le temps, mais disons que c'est pas sorti, c'est pas un truc que j'ai regardé forcément juste il y a pas longtemps, mais c'est la série Au service de la France, je crois qu'elle est sur Netflix d'ailleurs, mais qui est vraiment très chouette, qui est très drôle, c'est sur les services secrets français en 1960 en fait, et c'est génial, il y a toutes les questions de l'Algérie, le général de Gaulle, le référendum, etc. Enfin c'est vraiment... C'est un bijou, moi j'adore cette série. C'est fait par les scénaristes de OSS 117, donc ça vous donne un peu l'idée du ton, et moi j'ai bien aimé, voilà. Vu l'échec des États à garantir une monnaie nationale et donc une réserve de valeur pour les citoyens, oui, une monnaie nationale, ce serait pas une mauvaise idée. Ne penses-tu pas que Bitcoin est un espoir pour chacun de survivre dans les années de crise qui arrivent? Alors non, vu les crises des crypto-monnaies là, je ne pense pas du tout. Encore une fois, moi je suis très à l'ancienne. Je pense que ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui est concret. Ce ne sont pas des technologies, ce ne sont pas des... Enfin voilà, pour moi c'est ce qui est essentiel. C'est la bouffe, c'est l'énergie, c'est le fait d'avoir un toit sur la tête et des matériaux pour construire ce toit sur la tête. C'est l'eau. Voilà, ce sont ces ressources-là, en fait, pour moi, qui vont nous permettre de survivre. On reste des animaux, le rêve transhumaniste n'est pas encore advenu, donc ce qui va nous permettre de survivre, c'est de boire, de manger et d'avoir chaud. Voilà. Donc le Bitcoin... je m'en fous un peu. Que penses-tu du féminisme actuel qui n'est plus basé sur des valeurs éducatives, culturelles et morales, Bakita Malala, mais plutôt sur le paraître et parfois tend même à l'exhibitionnisme? Je pense que, comme beaucoup de mouvements, aujourd'hui en tout cas, c'est un mouvement bourgeois qui sert à vendre des sacs à main et des produits culturels, comme les délires post-coloniaux. Enfin, de toute façon,
le délire woke, indigéniste, LGBT, d'autres QI, je ne sais quoi, ça sert surtout à vendre des chaussures et des films sur Netflix. Voilà, c'est très honnêtement. Donc c'est simplement une sorte de distraction. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question, est-ce que ça a comme but de casser la lutte des classes de l'intérieur? Je pense pas que ce soit le but premier. Je pense que le but premier, c'est le même but premier que celui qui meut les actions, voilà, enfin, c'est-à-dire faire du pognon, enfin, qui meut le capitalisme financier. Hein. Je suis désolée d'employer les mots qui fâchent, mais il n'empêche que je pense que ça sert à vendre des pompes et des séries avec des grosses noires elfes et je ne sais quoi, que c'est une force d'appoint du capitalisme financier, du libéralisme mondialisé, que ce n'est absolument pas le progrès comme on voudrait nous le faire croire, et je pense que ça permet aussi à des membres de la classe dominante décérébrée, que ce soit des célébrités, des journalistes, des politiques, etc., de prétendre avoir un engagement à très peu de frais, puisque ça ne remet absolument pas en cause le système ni économique ni politique dans lequel on vit, et que par voie de fait, c'est effectivement une distraction. Voilà, ça permet d'avoir des trucs dont parler. Dans les médias, la classe dominante peut faire semblant de s'écharper sur voilà, est-ce que le barbecue c'est sexiste, est-ce que c'est la liberté de porter un burkini dans les piscines, est-ce qu'il faut que les elfes soient des grosses noires dans le Seigneur des Anneaux, voilà, et puis pendant ce temps, toutes les véritables questions, les questions essentielles, celles qui touchent à notre survie collective, elles passent complètement à la trappe. Le sous-produit du libéralisme individualiste, sous-produit du capital financier, de la merde. Pour quelles raisons UPR et République souveraine ne fusionnent pas? T'as qu'à leur demander. Les gens vont-ils accepter facilement les restrictions idiotes du gouvernement concernant les demandes de réduction de l'utilisation de l'énergie? Un mouvement ne pas payer sa facture d'électricité comme en UK est-il possible en France? Je sais pas, parce que les restrictions, si c'est comme les restrictions du Covid, il y aura pas... Je veux dire, les gens vont faire ce qu'ils ont à faire en fait. S'ils doivent allumer la lumière parce qu'ils partent bosser à 6h du mat en hiver, ils allumeront la lumière. Par contre, ne pas payer sa facture d'électricité comme au Royaume-Uni, pour moi, c'est pas tant une question de mouvement, est-ce que c'est possible ou quoi, c'est qu'il y a un moment, la capacité à payer des factures dont le montant aura doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, la possibilité de payer les factures va quand même être limitée au bout d'un moment, parce que si les salaires n'augmentent pas, que de toute façon il n'y a plus de travail, et que les factures explosent, c'est pas tant un mouvement philosophique ou de boycott, c'est que ça va plus être possible pour plein de gens, tout simplement. Donc je sais pas. Je ne sais pas pour combien de temps le gouvernement va pouvoir continuer à maintenir des boucliers tarifaires et à faire des chèques énergie, puisque c'est avec notre argent, l'argent de l'État. Donc soit ça va être avec notre pognon et il va falloir ensuite derrière avoir des restrictions budgétaires assez monumentales et donc une politique d'austérité assez monumentale et des coupes dans l'hôpital, dans l'éducation, dans tout, comme ça a été le cas en Grèce après la crise de 2008. Soit l'État va devoir emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir continuer à allonger du pognon gratuit et de l'argent magique dans des chèques énergie, et voilà. Et ça va donner lieu aussi à des demandes de politiques de réduction, de restriction budgétaire, de réduction des déficits et des politiques d'austérité. Donc dans tous les cas, ça pue. Es-tu satisfaite du travail que tu as accompli jusque-là? Oui, absolument. Par contre, je suis jamais satisfaite de mon travail sur le moment. C'est peut-être un tort, mais c'est comme ça, et je suis jamais satisfaite ni d'une vidéo, ni de ce que j'ai écrit et tout. Enfin, c'est insupportable des fois d'être perfectionniste comme ça. Mais du coup, là, quand je regarde en arrière, en fait, parce que ça m'est demandé, je me dis oui, je suis fière de ce que j'ai accompli. Par contre, je regarde pas souvent en arrière, et dans ce qui reste à accomplir, je ne suis pas du tout satisfaite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir vidéaste? J'ai déjà répondu. Qu'est-ce que tu penses de la dédollarisation et des accords des BRICS? La dédollarisation est nécessaire et c'est déjà en partie en train de se faire, comme la démondialisation en fait, et des accords des BRICS+. Les accords des BRICS+, sont justement une incarnation de la démondialisation qui est en train de se produire, la fin du monde unipolaire avec la domination américaine. Je sais pas si c'est un bien ou un mal, j'ai pas à vraiment juger, il faut juste prendre acte que c'est la fin de la mondialisation. Un pronostic pour le destin à moyen terme de l'école publique.
À moyen terme, je sais pas, mais à court terme, je crois que l'avis de décès a déjà été prononcé. Vu le réchauffement climatique, est-ce que l'indépendance alimentaire ne devrait pas devenir la priorité nationale? Si, absolument. La bouffe d'abord, on est bien d'accord. Réquisitionner le BTP pour construire des lacs collinaires récupérant les excès d'eau et pour arroser ensuite le déficit hydrique printanier, estival, etc. Ça, ou d'autres méthodes, enfin je veux dire, mais effectivement... voir avec les gens du terrain quels sont les outils et les méthodes et les infrastructures à mettre en place pour pallier tous les effets du dérèglement climatique, les sécheresses, les événements météorologiques extrêmes, etc. De manière à pouvoir produire assez pour être au moins en autosuffisance, enfin en autonomie alimentaire, ce qui était encore le cas il n'y a pas si longtemps, je le rappelle, et que grâce à l'UE et grâce à la mondialisation, ce qui n'est plus le cas. La France a un sol qui est extrêmement riche, donc c'est tout à fait possible d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, on l'a été pendant des années et des années. Et donc oui, enfin voilà, effectivement des infrastructures qui permettent d'anticiper les événements climatiques en fait, et de produire assez pour être au moins autosuffisant, mais si possible excédentaire, parce que l'excédent agricole permet de faire du commerce avec d'autres pays et de leur livrer des trucs qu'ils n'ont pas, et ce qui leur permettra à eux de nous livrer des choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas sur notre sol. Donc oui, l'indépendance alimentaire, pour moi, c'est un peu la clé de la survie. Voilà. Donc, si, t'as raison. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que la décroissance et la fin de l'industrialisation est une solution pour l'écologie sans éviter une famine mondiale? Absolument pas. Je pense tout le contraire. Je suis contre la décroissance et je suis contre la fin de l'industrialisation. Je pense au contraire qu'il faut réindustrialiser massivement. As-tu des ambitions politiques 2027? Putain. D'ici là, j'espère que les choses auront changé. Je vous disais, déjà on va essayer de survivre à 2023, ce sera déjà pas mal. Que penses-tu du RIC et de la proportionnelle? Le RIC, je suis à 100% pour. La proportionnelle, je suis pour dans une certaine mesure, mais après il faut voir comment c'est appliqué. Tu penses que les choses bougeront cet hiver? Merci pour tout ce que tu fais, merci à toi. Je ne sais pas si les choses bougeront cet hiver, je n'ai pas de boule de cristal. Je sais par contre que si ça bouge, il faudra que ça bouge pour quelque chose. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de perspective. Donc si ça bouge, ça sera des émeutes de la faim. Quel avis sur mai 68 en se mettant à la place des jeunes de 68? C'est particulier parce que ce qu'on retient de mai 68, ce n'est pas que ça a été la plus grosse et la dernière grande grève générale en France des ouvriers. On retient la mobilisation des bourgeois parisiens, des petits bourgeois parisiens qui cramaient leur soutien-gorge et qui voulaient des dortoirs mixtes. Je pense que ça dit très long de ce qui s'est passé depuis. Le fait qu'on ait retenu ça, pour moi, enfin c'est assez significatif, et cette révolte-là, pour moi, c'est l'individualisme, c'est l'hédonisme, c'est ce qui a pavé la voie à la révolution néolibérale des années 70-80. Et d'ailleurs, la question suivante, qu'est-ce que tu penses du mouvement LGBTQ+, c'est les petits-enfants des 68ards, petits bourgeois, c'est tout. Dans la vraie vie, tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, ça ne concerne que très peu de monde. Dans la vraie vie, tu trouveras très peu de personnes, vraiment, enfin, une infime minorité qui pensent que les homos doivent pas avoir les mêmes droits que tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est encore une distraction petite bourgeoise de ce qui se passe. Et puis les petits bourgeois, ils foncent direct dedans. Et puis comme ce sont les bourgeois et les petits bourgeois qui sont dans les médias, dans les universités, voilà, on a l'impression que ça contamine toute la société en fait, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est le sous-produit du néolibéralisme et de l'individualisme poussé à l'extrême. Et en plus, là, avec les délires trans, ça détruit des gosses en fait, ça détruit des vies et ça détruit notamment des vies d'enfants. Et ça, j'ai un peu de mal à le supporter, vraiment, ça me révulse assez. Donc, sur quel point estimerais-tu que tes opinions politiques ont le plus changé ces dernières années? Le nucléaire, je disais, ouais, par rapport à quand j'ai rejoint le PG et que j'ai totalement adhéré au côté le nucléaire ça pollue, alors que pas du tout. Voilà, donc là-dessus ça a changé. Sur l'Union européenne, peut-être aussi. Disons que, j'ai jamais été dupe, j'avais fait, je pouvais pas voter en 2005, mais j'ai fait campagne pour le non, j'ai fait chier tout le monde avec ça, je pense que mes potes s'en souviennent encore, mais disons que
Je pensais jusqu'à il y a quelques années que les compromis étaient possibles, que c'était possible de changer l'Europe. Et là, quand je vois les délires de fanatiques qui sont poussés de plus en plus loin, enfin ils sont vraiment, c'est des malades mentaux, en fait ces gens sont extrêmement dangereux parce que c'est des fous, enfin en plus voilà, en plus de pas avoir les mêmes intérêts que nous, mais disons que je pense que y a pas de compromis possible en fait, là il y a plus de compromis possible, c'est des malades et il faut casser avec ça. Referas-tu des interviews? Celle du docteur Patterson est l'une de mes vidéos préférées de ta chaîne. Bah écoute, ça dépend, j'ai envie de dire ça dépend des intervenants. Alors, est-ce que tu penses que c'est possible de regagner de la souveraineté et de l'autonomie en conservant la monnaie commune qu'est l'euro? Ça, c'est une vraie question. Alors, en conservant la monnaie unique qu'est l'euro, non. En conservant l'euro comme monnaie commune, justement, qui permet simplement des échanges au sein de l'espace géographique qu'est l'Europe, et avec chaque pays qui a une monnaie nationale sur laquelle il peut agir et sur laquelle il a le contrôle, oui, mais en tant que monnaie commune et pas en tant que monnaie unique. Mais sinon, dans la situation actuelle, non, je pense qu'il faut au moins une monnaie nationale. Quel conseil donnerais-tu aux nouvelles générations? Arrêtez de chougner et prenez vos responsabilités. Mais en même temps, je dirais ça aussi aux générations un peu plus anciennes, donc je sais pas. Nos politiques sont-ils des traîtres ou sont-ils profondément idiots? Je crois que c'est assez clair que c'est les deux. Si tu avais un conseil avant de se lancer dans le militantisme, ce serait lequel? Peut-être ne pas partir du principe que tu détiens la vérité, ne pas partir du principe que tu as raison et que tu dois en convaincre le monde. Voilà. Partir du principe que tu ne sais rien. Et systématiquement. Imaginez-vous un jour travailler au sein du gouvernement français, bah ça dépend quel gouvernement. Quels sont tes signes d'espoir de sauver quoi que ce soit de ce pays dingo? Ben, je crois que je l'ai déjà dit un peu, hein, mais c'est vraiment, c'est la vie réelle en fait, c'est le quotidien, c'est, voilà, quand je parle avec des gens, de me rendre compte que non, en fait, Twitter, Instagram, YouTube, les médias, la télé, ce n'est pas la vraie vie. Et c'est dans la vraie vie qu'il y a le vrai espoir. Avec ce que vous dites dans vos vidéos, vous n'avez pas de répercussions, insultes, etc. Oh, bah si, mais bon. Tu vas refaire des vidéos politiques sur des œuvres de fiction. Bah je sais pas, ça dépend s'il y a des œuvres de fiction qui s'y prêtent et que j'ai le temps de regarder, donc on verra. On m'a demandé si j'allais en faire avec House of the Dragon, bah je sais pas parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder, donc je ne sais pas. Quelle serait ta première mesure si tu étais présidente aujourd'hui? La mesure précise, je ne sais pas, mais ce serait un truc lié à l'agriculture, parce que je supporte plus en fait que les gens qui nous nourrissent ils soient traités de cette manière-là, qu'ils bossent 90 heures par semaine et qu'ils aient pas, mais qu'ils aient même pas un SMIC pour vivre à la fin, ça me rend malade. C'est les agriculteurs qui nous donnent à bouffer en fait et qui nous permettent de survivre. Donc la base, c'est de leur donner à eux la priorité. Voilà, un truc concernant l'agriculture. À la fois pour assurer notre autonomie, voire excédent alimentaire, et pour que être agriculteur en fait, ça soit pas un métier qui te pousse au suicide. Me revoilà avec la caméra branchée sur secteur. J'ai réussi à épuiser la batterie, ce qui veut dire que ça fait au moins 2 heures que je tourne. Alors, bonjour et bravo, merci. Sujet, comment des ONG et des écologistes peuvent-ils soutenir la libéralisation, privatisation et mise en concurrence de biens communs et publics nécessitant d'énormes investissements et entretien d'infrastructures, eau, électricité, chemin de fer? Parce que ce sont des libéraux qui ont un intérêt, en tant que membres de la classe dominante, à ce que les choses soient privatisées et libéralisées. C'est des bourgeois, quoi. Déjà, un immense merci pour ce que tu apportes à nos neurones. Bah, merci à vous, franchement. Ma question, est-ce que tu vas dévoiler les grandes lignes de ton projet de société? Oui, mais pas ici. Est-ce que tu vas lancer une souscription pour peser dans les débats? Je ne sais pas. S'il n'y en a pas besoin, non. Une question, avons-nous encore des gens honnêtes dans la sphère politique et gouvernementale, que ce soit au niveau français ou européen? Avons-nous encore des grands patrons honnêtes qui œuvrent pour la pérennité de leur entreprise et de leurs employés, où l'être humain est tellement déshumanisé qu'il ne voit dans la méchanceté et l'égoïsme que la force de survie qui lui permet d'atteindre ce qu'il croit être la réussite sociale, voire la réussite tout court? Merci Tatiana. Je sais pas, parce qu'en fait je sonde pas les âmes, donc moi ce que je vois,
Les intentions et les actes, c'est pas la même chose. Et en politique, moi je juge sur les actes, pas sur ce que les gens déclarent ou ce que les gens prennent comme position, et puis après ils font tout le contraire. Tu vois, c'est comme un député qui va se targuer d'être féministe et de se battre contre les violences faites aux femmes, et puis en fait tu te rends compte qu'il bat sa femme. Je juge sur les actes en politique. Que ce soit parce qu'ils sont déshumanisés ou parce qu'ils sont malhonnêtes ou alors que c'est des gens honnêtes qui se sont fait abuser, j'ai envie de dire le résultat est le même. Le résultat est le même. Le pays est détruit, il n'y a plus de capacité, on n'a plus de capacité de production, que ça soit agricole ou industrielle. On a notre souveraineté nationale, elle a été déléguée à des institutions supranationales, à des marchés financiers. Les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, je m'en fiche en fait. Moi, c'est le résultat que je vois et c'est le résultat qui fait que, c'est le résultat de leur politique qui fait que ces gens, pour moi, sont des ennemis politiques. Concrètement, à part des actions individuelles, qu'est-ce que tu proposerais ? Un projet de société. Que penses-tu d'un retour au royalisme ? Les pour, les contre. Non mais sérieusement, la question est tranchée depuis 220 ans, les gars. Que penses-tu de Mitterrand ? Probablement la plus grosse escroquerie, ou l'une des plus grosses, parce qu'il y en a quand même des belles, de la Ve République. L'avenir, tu le sens comme le film Idiocratie ou comme Mad Max ? Je le sens comme ce qu'on en fera. Ton boulot de prof te manque ou pas ? Ah non. Après, non, puis en plus j'ai assez de connaissances et de proches dans l'éducation nationale pour me rappeler que ça ne me manque pas. Après, moi j'aimais bien transmettre, c'est vrai que j'ai été prof aussi en Angleterre, j'ai enseigné le français, l'espagnol et tout, et j'aimais bien en fait transmettre, mais l'éducation nationale en France, c'est pas possible, il y a un moment... Voilà, et puis le fait qu'ils n'arrivent plus à trouver de profs, qu'il y ait je sais pas combien de démissions, évidemment que ça témoigne bien du malaise qu'il y a, et le problème c'est que c'est les gamins qui en pâtissent. Ça rejoint les questions qu'on m'a posées sur l'éducation, sur l'éducation nationale, mais l'avis de décès il a été prononcé à mon avis. Là, c'est juste des gens qui essayent de tenir un peu le truc, et je sais pas combien de temps ça va tenir encore. Comment tu as vécu le résultat des élections présidentielles ? J'étais pas candidate, donc ça va, tu vois. Je l'ai pas trop mal vécu. Après, ça me fait chier que Macron ait été réélu. Je vais continuer à me battre contre sa politique à la con, mais je veux dire... je n'ai pas dévasté. Pourquoi tu ne parles pas plus du Covid long et de la gravité grandissante 300 000 Covid long ? Non mais vous rigolez ou quoi ? Attendez, pourquoi je ne parle pas plus du Covid long ? Vous avez regardé la chaîne ou ces derniers temps ou pas ? Parce que on m'a plutôt reproché en fait d'en parler trop que pas assez. Je parle des choses en fait quand j'estime qu'il y a des choses à dire, et sur le Covid long, moi j'ai parlé du traitement, du fait que j'ai récupéré ma vie, j'ai même été jusqu'à interviewer pendant 1 heure le médecin qui a trouvé la cause des traitements du Covid long. Pourquoi j'en parle pas plus ? Je sais pas, peut-être parce que j'ai déjà dit plein de choses. Non mais je sais pas, regarde les dernières vidéos quoi. Quel est ton vrai nom ? Tatiana Jarzabek, c'est sur ma fiche Wikipédia. Avez-vous cette impression d'être dirigé par des pantins qui eux-mêmes sont manipulés ? Non, mais ça fait super peur. Si tu devais synthétiser ton opinion politique depuis toujours et en un mot, lequel choisirais-tu ? C'est intéressant. Je ne sais pas en fait, parce que tu vois là, c'est des trucs, c'est pas en un mot déjà. C'est les trucs qui me viennent, c'est fidélité à ma classe, fidélité à mon pays et honnêteté. Mais après, je sais pas. En un mot comme ça, là, c'est une colle. Droitière ou gauchère à l'arc ? Droitière. Quelle est la puissance de ton arc ? 35 livres, celui que j'utilise habituellement. En dehors de glaner des noisettes, en quoi consiste ton mode d'Ultra Survivor ? Désolée, je suis curieux. Glaner des noisettes, c'est un plaisir. C'est pas de l'Ultra Survivor. En survie, de toute façon, c'est la base. C'est l'eau. Je sais où et comment trouver et récolter de l'eau. Je sais être au chaud, donc que ça soit en construisant un abri ou en faisant un feu à partir de rien, etc. Donc voilà. Et je sais où et comment trouver de la bouffe. Voilà.
C'est pas mon monde d'Ultra Survivor. Enfin, c'est des compétences en fait qui peuvent éventuellement s'avérer utiles. Penses-tu un jour organiser une giga randonnée avec les abonnés disponibles? Mais ça c'est une idée. Ça c'est une idée. Parce que franchement, autant je suis pas du tout le style de personne. J'aime pas les soirées, j'aime pas le monde, etc. Mais par contre, une rando. Ah là, tu viens de me donner une super idée. Merci. J'aime beaucoup. Que conseilles-tu pour ne pas sombrer dans la dépression au vu des événements? Sans déconner, couper les réseaux sociaux. Tu te mets un quart d'heure par jour sur chaque réseau social, c'est amplement suffisant. Et pas trop regarder les médias et lire des livres, des vrais livres, pas des threads sur Twitter, lire. Voilà. Est-ce que vivre de centaines ou de milliers de tipeurs sans avoir aucun contrat, sans parachute avec eux, n'a pas autant, voire plus de potentiel de corrompre le discours d'un artiste ou d'un journaliste que de dépendre d'un merdia? Attention, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je pense que la question mérite d'être mûrement réfléchie. Bravo pour les 300K, merci. Quand tu travailles, tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Et pour moi, en fait, le fait de devoir ma possibilité de vivre au public plutôt qu'à une boîte de production ou pire, à des marques qui me paieraient pour faire la promotion de leurs produits, mais en fait, c'est un luxe. Enfin, c'est un luxe. On s'entend, je l'ai payé autrement, tu vois. En quoi c'est corrupteur, ça? J'ai du mal à saisir. Après, je comprends que tu te la poses. Et oui, sans contrat, sans parachute, bah oui, effectivement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de parachute. Je dis pas que c'est la vie rêvée, que c'est génial. Je pense que j'aurais pu me constituer un filet et un parachute, comme tu dis, très très conséquent si j'avais vendu mon cul et vendu votre temps de cerveau, comme je le disais au début. Mais dans la mesure où c'est le nombre et qui fait aussi, voilà, enfin, je dépends pas d'un seul mécène en fait, je dépends pas d'une seule personne qui pourrait me dire bon bah je te finance et donc tu fais ce que je veux, tu dis ce que je veux entendre. Là, enfin c'est un ensemble de personnes et toutes ces personnes là, tous les tipeurs, tous ceux qui ont tipé une fois ou plusieurs fois ou depuis le début ou juste pendant un temps donné, ils pensent pas tous la même chose. Ils sont pas forcément d'accord avec moi. Ils sont, et d'ailleurs j'en ai combien des messages de gens qui me disent je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec vous sur tout, ou je suis d'accord avec vous que sur certains trucs. Mais ce que vous faites, c'est utile, c'est d'utilité publique, et donc je choisis de financer ça à la hauteur de mes moyens. Enfin, pour moi, c'est plus qu'un luxe en fait. Enfin, pour moi, c'est ça la vraie liberté, ce sera la vraie liberté dans mon travail. Voilà, je sais pas ce que t'appelles corruption dans ce cas-là, tu vois, mais enfin, voilà, que de dépendre d'un merdia, mais un merdia, les médias, ils sont possédés par un gros actionnaire, deux gros actionnaires. Donc ils font ce que le gros actionnaire leur dit de faire. Ils publient ce que le gros actionnaire leur dit de publier, puisque c'est grâce à ça que le média existe. Moi, le média existe parce qu'il y a plein de gens qui choisissent en conscience de s'abonner et de financer ou pas à hauteur de leurs moyens. Enfin, je vois pas en quoi ça a un potentiel un potentiel corrupteur, mais peut-être que je me trompe. Après, dites-moi dans les commentaires si soit si j'ai pas bien compris la question, hein, d'ailleurs, soit s'il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais pour moi non, enfin au contraire. Alors, vraie question, à quand une rencontre abonnée? Donc c'est ce que je disais, hein. Moi j'aime pas les trucs dans les bars, j'aime pas les soirées, on s'entend pas, voilà, mais par contre une randonnée, comment ça serait trop bien, mais peut-être plus l'été. Pourrait-elle se faire dans plusieurs lieux en France? On n'est pas tous riches, Paris est loin et cher, signé un sudiste. Oui, bah ça tombe bien, je ne suis pas à Paris non plus. Enfin, pour finir, le tweet à choisir végane ou végétarienne. Aucune de ces conneries là. Je me fixe avant tout un objectif d'utilité à ma classe et à mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton cas? À ma classe, à mon avis, je suis loin d'avoir vu tout ton contenu, je ne vois pas à qui tu ne pourrais pas être utile, merci. Même si tu as une finalité de classe dans ta démarche, je crois que tu apportes beaucoup à tous, bien au-delà d'une seule classe, tant mieux et bravo. Eh ben merci. Ça va rejoindre un petit peu ce que je disais au début. Il n'y a pas 36 classes en France. Enfin, je vais le faire en termes très schématiques. Vraiment une classe de profiteurs, enfin de gens qui sont oisifs et qui sont aussi ceux qui décident, qui prennent les décisions. Et dont le seul but est de se perpétuer en tant que classe, de survivre en tant que classe. Et c'est une minorité de personnes. Et il y a tous les autres. Qui sont alors pas forcément exploités au sens comme au 19e siècle ou au sens même esclave ou quoi, mais dont le fruit du travail
est d'une manière ou d'une autre confisquée par une poignée de personnes. Donc voilà, et ma classe, moi c'est cette deuxième, voilà, c'est celle dont je suis issue, c'est des gens qui ont toujours travaillé, qui ont toujours fait ce qu'il y avait à faire, qui n'ont jamais été ni dans les lieux décisionnels, ni dans les milieux de pouvoir, d'influence, d'argent. Et quand je parle d'argent, encore une fois, je ne parle pas de la personne qui gagne 4 000 € par mois parce qu'elle bosse 80 heures par semaine et qu'elle a une petite entreprise. Je parle des spéculateurs financiers, des gens qui font travailler leur argent à leur place. Je parle des gens qui n'ont pas d'utilité sociale réelle et concrète dans la société, mais dont la place dans la société est déterminée par le fait qu'ils auraient une espèce de valeur ajoutée qui vient du fait qu'ils vivent aux dépens des autres. Voilà. Et ma classe, c'est pas cette bourgeoisie-là. Voilà. Je me demandais s'il ne faudrait pas faire des interviews de gens du terrain dans vos formats. Alors, si, mais j'ai deux mains, un seul cerveau et seulement assez de temps, donc oui, j'aimerais bien, mais déjà je sais pas ce que t'entends par gens du terrain, parce que si ça se trouve ce que toi et moi on entend, ça veut pas du tout dire la même chose. En tout cas, enfin si, il faudrait, dans l'absolu, il faudrait faire plein de trucs, et j'essaye de faire ce que je peux. Selon toi, quels sont les moyens de lutte contre les dérives de la Macronie les plus efficaces? Les virer, quoi qu'il en coûte. Ne devrions-nous pas accélérer l'Occident dans sa chute au lieu de vouloir son bien pour reconstruire? Mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Occident, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les gens et c'est la nation française. Et à titre personnel, en fait, je vais pas faire tomber une structure si ça veut dire que je meurs. Enfin, moi, je veux pas mourir, donc... et si les choses doivent tomber, elles tomberont, quoi. Enfin, je sais pas, tu peux pas accélérer la chute de l'Occident tout seul avec tes petits bras, de toute façon. Enfin, c'est pas... Enfin, pour moi, ça marche pas comme ça. Penses-tu qu'il faudrait que les artistes soient subversifs et arrêtent de soutenir le système? Si, mais est-ce que c'est possible dans la mesure où les artistes mis en avant sont les artistes du système? Et j'aime beaucoup ta photo de profil. Quels autres youtubeurs politiques regardes-tu? Je regarde pas vraiment, en fait. Enfin, je regarde pas beaucoup YouTube, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas trop le temps. Sachant que vous vous adressez... non, j'en peux plus là. Ça fait 2h30 que je parle, vous m'excusez, hein, là, de la voix complètement cassée. Sachant que vous vous adressez à un public déjà convaincu. Ah bon? Comment atteindre l'autre public, les réfractaires et négationnistes? Bon courage, mais vous êtes presque parfaite. Ben non, quand même pas, mais merci. Je sais pas si je parle à un public de déjà convaincu ou pas. Déjà, j'en sais rien, en fait. J'espère être utile au-delà des gens qui sont déjà d'accord avec moi, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est ça, en fait, mon but est pas tant de convaincre que d'apporter quelque chose, de servir à quelque chose, à quoi je ne sais pas, parce que c'est pas à moi non plus d'en décider, mais mon but c'est ça, c'est d'être utile, et en ce sens, je fais ce que j'estime avoir à faire, je décris les choses que je vois et que j'analyse de la manière la plus précise, aussi précisément que je le peux. Si ça ne sert à rien, bah c'est pas grave, enfin, ça tombera dans l'oubli, enfin on s'en fout, voilà, et ce sera pas grave. Et si c'est utile, eh bien ça pourra servir à construire quelque chose, ça servira à d'autres, et à ce moment-là, tant mieux. Mais du coup, je me pose pas trop la question en termes de est-ce que je dois convaincre ou pas, parce que je cherche pas vraiment à convaincre, en fait. Enfin, je cherche à décrire et à servir à quelque chose. Voilà. Je crois que j'ai plus de questions. Enfin, si, il y en a encore plein. Mais enfin voilà, elle recoupe plus ou moins, je pense, que ce que j'ai déjà dit. Je vous remercie à nouveau pour toutes vos questions. Je vous remercie pour votre soutien. Je remercie aussi très 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 chaleureusement tous les tipeurs qui me soutiennent ponctuellement, régulièrement, depuis le début de l'aventure, depuis très récemment. Franchement, merci du fond du cœur. Grâce à vous, vraiment, enfin, j'ai une liberté de ton, j'ai une liberté dans mon travail, en fait, que je ne pourrais avoir d'une aucune autre manière. Donc j'espère par la suite pouvoir continuer à vous livrer un travail de qualité, essayant d'être toujours aussi, voire de plus en plus visiblement, exigeante avec moi-même, avec mes contenus, avec les mots que j'emploie.
parce que voilà, c'est extrêmement important. Je vous remercie tous, vous qui regardez, qui partagez, qui commentez les vidéos, qui faites vivre la chaîne, qui faites vivre la communauté. Dites-moi, parlez-moi de vous aussi dans les commentaires si vous avez le temps et si vous avez rien de mieux à faire voilà, que de me raconter votre vie, mais je veux bien lire et vous connaître un petit peu maintenant que voilà, j'ai fait une FAQ de presque 3 heures. Bon, pour les 300 000 abonnés, c'était presque 300 questions et c'est presque 3 heures. Il fallait bien ça pour 300 000. Je ne me rends pas compte exactement de ce que ça représente physiquement, 300 000 personnes, mais merci. On se retrouve bientôt dans une vidéo où j'aurai peut-être un peu moins la voix cassée que je l'ai à ce stade. Je vous souhaite beaucoup de courage là pour les temps qui arrivent et je vous dis à la prochaine et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.